chérie. Ah, merci, ma chérie. Ça va, merci. Tu lui dis je t'aime, mais d'ici. Les mecs, ce soir, vous pouvez sauter, il n'y a pas Kelly. Merci, non, je rigole, on rigole, ça va, on rigole, ça va. Alors, attendez, parce qu'il y a une meuf, elle est persuadée d'être au juste prix. Elle est persuadée qu'elle n'est pas du tout sur le plateau, touche pas aux potes. Elle, pour elle, elle est au juste prix, elle est en plus cher ou moins cher. Non, mais c'est comme toi. C'est un truc de ouf. Hein. Gabiz. Non, mais franchement, c'est incroyable. Ça va, ma chérie? Comment tu t'appelles? Béatrice, j'adore. Bah, Sacha Albaz a fait un rêve érotique sur Béatrice Rosen, il nous l'a dit la semaine dernière. Merci. Oh, comment ça va, vous? Très bien. Ça va? Alors, vous êtes daltonienne? Alors, je le dis et je le répète, je le dis aux téléspectateurs. Sachez-le, vraiment, pour les tenues, il y a une règle d'or. Jamais plus de 3 couleurs. Et en vrai, pour moi, c'est 2 couleurs le mieux. Voilà. 3 couleurs, mais là, alors si vous êtes à 4 couleurs, les mecs, c'est pas la peine. Allez rejoindre la compagnie créole, c'est le bal masqué. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, franchement, les chéris, je vous le dis, je regarde un petit peu dans le public, tout le monde est bien habillé, regardez. Voilà, merci. Et non, mais vous êtes sobre. Ah, franchement, pourquoi vous mettez ce pantalon, quoi? Non, mais il est horrible, ce rigole. Mais arrêtez, venez là, vous êtes dégueulasse. Oh. Non, mais c'est rien, arrêtez. Mais regardez. Mais non. T'as déjà vu un mal à Barange, toi? Vraiment, il est con comme une pendule, lui aussi. Hein. Non, franchement, vous gâchez. Vous êtes beau et vous gâchez. Vous avez des tenues, regardez-moi ça. Hein. Merci pour l'accueil. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. Il est complexé, c'est pour ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est complexé, je crois. Pas du tout. Ah, merci, vous. Non, mais vous êtes vraiment con. Sergent. Mais si, en général, on met des sortez. Merci, sortez. Mais tout le monde sait que quand on met des tenues longues, c'est qu'on est complexé. Va à la chasse à la perdrix avec ta veste. C'est des bêtises. Pourquoi vous êtes déguisés, vous? On dirait, vous savez, l'ancienne chanteuse Anastasia, mais Anastasia de Sergi Pontoise. Sans rigoler. Anastasio. N'importe quoi. Non, mais on dirait Anastasio du bois de Boulogne. Franchement. Normalement, s'il y avait des gens qui produisaient l'émission, si on avait des gens originaux, normalement je dis Anastasia, normalement ils doivent m'envoyer. La musique. Merci. Allez, venez. Venez là. Parce que c'est très court. Oui. Mais en fait, je vous ai prévenu. Mais en fait, vous avez volé la robe de Fabien Lecoeuvre. Non, c'est la robe de Big Laoui, ça, normalement. Non, mais pourquoi vous êtes comme ça? Bah, vous aimez pas? Non, mais c'est quand même là. Bah oui. Ah, mais non, j'ai prévenu, on risque de voir la on lune va en pas plein tarder jour. à voir le persil sortir du cabas. Merci. Merci, À mon très avis, cher. là. Mais je vous le dis, mais là, c'est quand même. Il y a quelque chose. Hein. Ça va? Vous avez mis des bottes? Oui. Travaillez au Buffalo Grill, vous aussi? Merci. Et c'est quoi ces lunettes? En fait, c'est quoi le délire? Bah, c'était pour mettre un petit peu de couleur. Ouais, mais vous emmerdez pas. Il y a déjà assez d'animation dans la robe. Les gars derrière, en C'est bon, là, mais sans déconner. Hein. On dirait qu'elle a pris des sièges de Renault 25. Franchement, sans déconner, c'est incroyable. Franchement, vous, qu'est-ce qui vous est pris par... Venez là, faites le tour, venez voir. Ventre plat, bonne sangle abdominale, tennis assorti. Comment on peut acheter ces chaussures dégueulasses? C'est des... Non, je sais, mais c'est horrible, merci. Mais j'y suis bien dedans. C'est horrible, vous êtes bien dedans, mais c'est horrible. Bah, Baby Gros, tout ça, je Et ça, prépare c'est quoi l'avenir. ça? C'est pas possible, ça. Mais alors, c'est un cadeau encore. Encore Mais où les gens trouvent ces croûtes, là? Non, mais franchement. Non, mais c'est pas possible, c'est qui vous a offert ça? C'est ma belle-sœur que j'adore et c'est une marque malgré tout. Ah, ça, c'est une marque, ça? Oui. Je peux regarder? Je sais pas. Non, c'est pas du tout une marque, hein. Je connais pas la marque. Aussi. Ah non, pas du tout, non.
Art Love, je connais pas. Non, Art Love, quelqu'un connaît Art Love? On va citer d'autres marques inconnues. Philippe Bijawi. Je fais des efforts Et désespérés. René Fougeраc, merci. Voilà, c'est pour l'Arcom, je t'expliquerai. Merci. Bon, alors, vous avez vu, il y a le président de l'Arcom, il a fait une interview dans Le Monde aujourd'hui. Ouais. Alors hier, c'était Télérama, plus France Inter, aujourd'hui c'est Le Monde. Il est en tournée promo. Demain, à mon avis, c'est Libération, et puis fin de semaine, c'est l'Humanité. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Isa? Quoi? Elle déjeune avec lui la semaine prochaine. Oui, quelques autres journalistes. Ah ouais, bah, très bien, bah, déjeuner avec lui. Bah, oui, voilà. Alors, c'est vrai, donc, s'était posé une question qui était très drôle. Pourquoi il est en tournée, en fait? Quoi? Pourquoi il est en tournée? Il y a une raison. Pourquoi il est en tournée? Parce qu'il s'en va. Parce qu'ils Vous allez voir, vous, dans une semaine, vous serez en tournée aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est deuxième que ça, vous allez voir. Tacle dans la surface de réparation, j'ai même pas la ça va balle. vous tomber dessus, vous allez voir, ça va être très sympa. Non, voilà, donc là, il était, donc regardez ce qu'il a dit. Nous avons toujours veillé à préserver un débat démocratique équilibré. À mon avis, non, il parlait de comme j'aime, il parlait des repas équilibrés. Non, mais il est incroyable. Et c'est vrai qu'on se posait une question. La dernière fois, enfin tout à l'heure à la radio, et je me disais, moi, est-ce que c'est lui qui a pris la décision tout seul ou est-ce qu'on lui a fait prendre la décision? Et c'est vrai que c'était un énorme débat à la radio. Oui. Ouais. Hein, parce que, voilà. Ah, c'est une grosse question. Bien sûr que c'est une belle question. Une grosse question. On a fait 1 heure dessus. Hein. On a fait 1 heure dessus, mais on peut encore refaire 2 heures, si vous voulez. Moi, j'ai rien à foutre, hein. J'ai le temps. Non, voilà. Nous sommes retrouvés devant des cas de figure inédits. Je me souviens de la tentation qu'ont eu certains de tester les limites posées par la loi à la liberté d'expression. Bon, déjà, je comprends pas ce qu'il dit. Bon, alors voilà. Donc lui, c'est plus fini. Lui, c'est plus le président de l'Arcom. Hein. Ça y est, il a terminé. Et c'est lui qui a fait la numérotation des nouvelles chaînes. C'est pas le nouveau. Donc vous en prenez pas au nouveau président de l'Arcom. Le pauvre, lui, a rien fait. C'est lui qui a fait ça. Et donc, c'est lui qui a donné 6 chaînes du service public dans les 10 premières chaînes. Les mecs se cachent plus, ils s'en foutent totalement, hein, voilà. Et j'ai vu que non, parce qu'en fait, il a donné ça et en fait, ils ont fait rentrer des mecs qui sont très potes avec les mecs d'en haut, ouais ou pas? J'ai vu là un mec Kretinsky, donc c'est un mec, je sais pas, il a l'air très sympa, c'est un Tchèque. Ils lui ont donné une chaîne, parce qu'il lui avait apparemment il avait promis de lui donner une chaîne, donc ils se sont dit on va lui donner quand même une chaîne. Bon, comme on lui a promis, et puis on va en enlever 2 autres qui marchent bien. Voilà, donc là, Énergie 12, les pauvres, ils ont rien fait, ils avaient mis 2 clips d'Ariana Grande, ils se sont retrouvés dehors. Merci. Les mecs, ils ont rien fait. Oh, bah voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chaque fois que sur les télévisions, le réalisateur était là, près de 8 millions d'euros d'amende. Bah, exactement, bah oui. Voilà. Et ensuite d'Hanouna au député. Alors déjà, Hanouna, il a un prénom, Monsieur Mestre, hein, Roch Olivier. Parce que des Roch, moi je connaissais Croque Voisine, c'est le deuxième que je connais. Vous connaissez Jean Roch aussi. Voilà, au député LFI. Voilà, donc Hanouna, c'est Cyril Hanouna. Mais Louis Boyard. Parce qu'il a mis le prénom de Louis Boyard. Il a mis le prénom de Louis Boyard. Par contre, Monsieur Roch Olivier, c'est Cyril Hanouna. Non, mais je vous le dis. Voilà. Nous sommes dans un état de droit, il y a des procédures à respecter, on ne règle pas des différends avec un éditeur par un message sur X ou sur Facebook. Bon, franchement, c'est inintéressant. Voilà ce qu'il dit. Voilà, vivement qu'ils partent. Hein. Ok, les mecs, on fera un pot de départ. Voilà. Mais bon, je doute que ce monsieur, je doute que ce monsieur ait quand même le courage d'enlever une chaîne tout seul. Après, c'est votre vision. C'est ma vision et je ne suis pas le seul. Votre intuition. Je ne suis pas le seul. Raymond pense comme moi. Généralement, quand Raymond et moi on pense la même chose, c'est qu'on n'est pas loin de la vérité. Il ne nous manque plus que le chasseur de perdrix. Et là, on sera bien. Non, mais c'est sûr. Non, mais voilà. Donc il fait la tournée des popotes, le président de l'Arcom, donc voilà, qui a donc retiré C8. Alors pour l'instant, on est là, les chéris, hein, jusqu'au 27 février. Après, bien entendu, je vous annoncerai, on est en train de travailler avec le groupe. Ça se passe bien. Voilà, merci. Tout va bien? Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Rien, je vais très bien, c'est tout. Je sais pas, vous avez l'air tout, je sais pas. Non, je vous écoute, je trouve ça très intéressant ce que vous dites. Bah oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bon, je sais pas sur quel sujet. Un peu tout. Non, mais lui, c'est un scandale. Vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas Elisa aujourd'hui, c'est ça? Ah oui, Elle est où? Elisa? Je sais pas où elle est d'ailleurs. Je vais Valérie. Valérie Benaïm. Toujours. Elle nous regarde. Elle nous regarde de là-haut, Valérie. Elle nous regarde de là-haut. Elle nous regarde et on On l'embrasse. l'embrasse, Valérie. On pense à toi, ma chérie. Et bien entendu, on est là pour toi. Et tu sais que, voilà, les gens vont te rejoindre bientôt. Non, Valérie, ça va de mieux en mieux. Voilà, elle s'est fait opérer un petit peu de l'oreille. Parce qu'elle avait un. Voilà. Et aujourd'hui, elle va mieux, elle nous regarde.
Je l'embrasse fort. Voilà. On l'embrasse tous. Bien sûr. Non, mais il n'y a que moi qui réponds au téléphone, je le rappelle. Vous ne vous répond pas. Même vous, Géraldine, c'est pas la peine de me mentir. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je réponds par SMS, il n'y a qu'à toi que je réponds. D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message hier pour savoir si c'était vrai. Elle m'a dit que c'était vrai, donc je lui ai fait un petit caca nerveux de jalousie. Voilà, exactement, merci. Moi, je lui ai envoyé un message aussi, elle m'a dit, ce serait temps que tu me laisses tranquille maintenant. C'est vrai. Moi, je lui ai rien envoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, je lui ai rien envoyé. On a les trois. Merci, mais est-ce qu'il vous a demandé C'était pour diversifier. C'est Anastasia, elle fait merci. Ça va, Anastasia? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, j'espère que vous avez fait. Alors, vous allez faire une bonne émission aujourd'hui. Et je vous souhaite de faire une bonne émission. Comme quoi? Comme tous les jours. Oui, comme tous les jours quand vous n'êtes pas là. Merci. Ah non, ça secoue, non, ça secoue sévère. Ça va bien, vous? Très bien. Vous avez lu, vous lisez toutes les interviews du président, l'ancien président de l'Arcom? Oui, bien sûr, je l'ai lu et je partage votre vision. Ah, bien sûr. Bien en sûr. France, c'est le politique qui décide. Non, mais on rappelle que le président de l'Arcom, il est mis en place par le président de la République. Voilà. Les mecs, Déjà. c'est comme moi, les chroniqueurs, ils sont mis en place par l'animateur. Voilà. Voilà. Il n'y a pas un chroniqueur qui va faire un truc sans m'en sûr. parler, au moins. Évidemment. Voilà. Donc, Et voilà. si vous voulez pas d'un chroniqueur, c'est rare qu'il soit autour de la table. Ah, mais c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement jamais vu. On va pas se mentir. Ça, c'est un cas de figure qu'on n'a jamais vu. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est un cas de figure qu'on n'a jamais vu. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est un cas de figure qu'on n'a jamais vu. Merci. Ça va, Gilles Verdez, sinon? Très bien. Ça va, Fatou est là? Oui. Elle est où? Eh ben, on a déjeuné ensemble à midi. Non, c'est très rare. non, pas mal. Après 20 ans de vie commune, ils ont fait leur premier déj. Franchement, c'était quoi comme restaurant? Oh, c'était un petit restaurant à Paris. Non mais de quoi? Idéal. Quelle spécialité? Non, pas de spécialité. Petite brasserie française, tranquille. Vous avez flunché, quoi, vous avez flunché. Oui, en quelque sorte. Un café, On va petit fluncher, restaurant. manger léger, manger sympa. équilibré. Cette semaine, j'ai flunché à choucroute à 2,90 €. On va fluncher. J'adorais cette pub. Non mais ça, Même le on va prix de devoir l'ancienne citer d'autres restaurants. Bien entendu, le pied de cochon. Et l'aile ou la cuisse, merci. Oui, alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, je veux rien, moi. Vous avez mangé quoi? On va pour la laine, pour la Tagine galoche de après. poulet et elle entrecôte. Tagine de poulet. Ah ouais, alors fais gaffe. Alors, tagine de poulet entrecôte. Alors si vous embrassez votre meuf après, il y a le poulet qui se mêle à l'entrecôte, parce qu'il y a toujours des bouts de viande. Il y a toujours des bouts de viande qui restent, c'est horrible. Donc tu te retrouves, t'es tranquillement. T'as vu ta meuf à 13h, hein. T'es tranquillement en milieu d'après-midi, tu sors de la sieste, t'as la gueule embillée, t'as un morceau d'entrecôte qui pend. Je connais, Gilles Verdez. Vous ne mangez pas, vous, d'entrecôte? Quoi? Non, je mange pas. Non. Je mange pas. Non, je suis pas. Je suis pas trop viande. Je suis pas. Non, je mange rarement de la viande. Viandard. Non, je suis pas un viandard. Déjà, je déteste ce mot, c'est insupportable. Merci. Gilles Verdez, vous avez pris un dessert? Non. Café et elle, café gourmand. Oh, café, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il rasera? a payé? Des gens qui prennent un café, oh là là. Ouais, c'est rasera le Il n'y a café. rien de plus rasera qu'un mec qui fait chef, un café et l'addition. Oh là là, sans déconner. Non mais sans déconner, si vous prenez un café après les repas, c'est que vous avez plus de 50, 55. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas un mec, non, il n'y a pas un mec de te. Alors, tu prends pas un café. C'est rasera, arrête frère. Moi, j'ai toujours bu du café. T'as une haleine de chacal, le poulet, plus sur l'entrecôte, là, mon frère, le poulet, l'entrecôte et le café. Mon frère, je plains Isabelle Morini-Bosque. Bon, heureusement. C'est voilà. pas moi qui l'ai dit. Oui. Ah ouais. Même le matin, vous ne prenez pas de café? Jamais, mais c'est horrible. Je connaissais les mecs où les mecs font. Alors moi, sans mon kawa le matin, je peux pas démarrer. Écoute, je vais te dire la vérité, je peux pas démarrer la journée sans mon kawa, tu vois. Ah non, mais c'est horrible, sans déconner. Vous buvez quoi le matin? Moi, Je c'est bois mon rien, cas, je bois rien, les gars. Déjà, je sors de mon lit. Je suis nu comme ça. Je sors de mon lit déjà. Je me mets à la fenêtre. Je regarde l'horizon. Hein, voilà. Il y a des oiseaux qui viennent se poser sur ma branche. Les aigles. Mais qu'est-ce que vous avez... Je leur jette des graines, ils sautent de ma branche comme ça. Les oiseaux, voilà, Cyril, j'ai une c'est quoi trentaine d'oiseaux sur ma branche. Tranquille, mais c'est pas la peine. Merci. Non, mais sérieux, on les sait buveurs de ça- café veulent être ça- défendus. Ça, rien, merci, c'est bon, on s'en fout. L'autre, il veut vous défendre les buveurs de café. Ouais. Concentrez-vous sur l'émission. J'en parce que, suis. je vous le dis, vous avez mieux à faire. Non, mais c'est vrai, voilà, moi c'est ça, je ne bois rien. Je bois rien, voilà. Alors, d'abord, moi, le premier truc que je fais le matin,
Je prends de l'eau avec du citron dedans. C'est ça, ouais. C'est bien ça. C'est tout, voilà, Pas c'est trop tout. froid, pas trop chaud. Alors c'est pas bon Pas pour trop les froid, dents. non, mais je crois que je vais me faire chier à mettre l'eau. Non, l'eau est froide. D'habitude, il faut la mettre chaude, mais bon, je Tiède. Et puis, si je veux la réchauffer, je frotte la bouteille. Contre les Directement oiseaux, sur le contre les pigeonnier. oiseaux. Et voilà, et là, je peux vous dire que là, ça monte en C'est pratique, température. en tout cas. Non, non, mais voilà, non, mais sans déconner. Quand vous avez un rituel, vous, le matin? Moi, c'est j'amène le café à Fatou. Oh là là, mais quel boulet, ce mec. Sans rigoler. Il arrive, bah, lui aussi, il y a des oiseaux. Et lui, il arrive sur le lit, il arrive. Qui peut être avec un mec comme ça? Non mais sans déconner. Le seul non, mais pigeon qui n'est pas sur votre branche. alors. Merci. Elle est sympa, c'est une amie, elle est pas là pour longtemps. Merci, non mais c'est une amie, elle est pas là pour... Et voilà. t'apportes 2 cafés le matin? Quoi? Pardon? Au lit, t'apportes 2 cafés? La lourdeur. Vous avez compris, C'est marrant. vous avez compris la vanne? Vous avez compris la vanne? Ah oui. Ouais, c'est vrai. Non, vous, c'est quoi votre rituel le matin, vous? Moi, alors rien, mais quand j'arrive à RTL, 2 cafés. Ah, quelle racera, putain. Il est pas bon, mais il est ouais, chaud. Ouais, mais on s'en fout. Merci. Moi, je me gratte les couilles, moi. Quoi? Je me gratte les couilles. Enfin, je le ferais bien, mais Poésie quand tu nous tiens. Ouais, c'est un rituel. Je suis pas tout seul. Et alors, vous avez déjà gagné quelque chose? C'est découvert. Les tickets nuls. Les tickets perdants. Géraldine Maillet. Vous faites jamais l'amour le matin? Mais non. ah là là. C'est infâme. Non mais les mecs, de toute façon, c'est Hanouna là. Et donc? Non, le matin, c'est Hanouna, compliqué, il y a la laine. C'est quelle est la particularité d'Hanouna? Il y a pas de zizi. Il n'accepte que des oiseaux sur son zizi. Voilà. Donc, cuit. C'est mythique, elle est incroyable. Vous, c'est quoi, vous? Moi, j'aime bien un thym avec du citron dedans. Un thym? Du Une thym? infusion, ouais, du du thym, thym. quoi, du thym. Du team, ouais. Ouais, ça. Ah, merci, ouais, ça. Et vous? Moi, je me fais lécher le visage par mon chien, par mon Rottweiler. De toute façon, lui, j'ai rarement vu plus sale. Hein. C'est très non, mais, non, ouais, mais Très c'est ça. sale. Il est sale, il est dégueulasse. Oui, vous? Je regarde les chaînes d'infos tout de suite. Putain. Mais vous, Ah, bah oui, non, bah, non, mais, un non, mais café, si je les peux me chaînes permettre, d'infos. vous êtes, non, mais sans rigoler. Ouais. T'as connu mieux, mais Jean-Mi, je suis hein. professionnel, oui, Non, non, je mais sais. méfiez-vous, c'est devenu alors aujourd'hui, j'ai jamais vu. J'ai pas dit un mot encore, Tu vois, hein. mais justement, j'ai jamais vu un début d'émission. C'est Mister j'ai Rasra. fait pire. C'est Mister Rasra. Non, non, vous il est n'avez en jamais fait pire. dépression. Parce que là, en plus, En vous êtes 14 en ans, dépression. en 14 non, mais ans, je vous le dis. je pense Ah non, non, vous n'avez jamais fait pire. Je vous le dis. Bon, merci quand même. Merci, oui. Nous, on pourrait vivre ensemble parce que je prends du café, du citron tiède. Ah ouais. Pareil. Non, mais t'emmerdes pas avec ça. Hein. Tu vas me mettre au café, moi, finalement. Non, mais c'est vrai. Hein. D'abord, je fais un bisou à ma fille, tous les matins. Et, C'est déjà chiant. Et ensuite 3 mugs de café, 2 pour moi et 1 pour ma femme. Les mugs. Oui, carrément. En plus, c'est du mauvais café. C'est-à-dire que tu bois du café, mais il est mauvais. Parce qu'on peut pas Et- boire un mug de café. Non, Mais bien c'est sûr que trop. si. Bah non, Ah non, au moins, c'est un. Moi, personnellement, j'ai décroché parce que j'en ai rien à carrer. Non, mais je dis la vérité, voilà, j'aime beaucoup, j'en ai rien à carrer. Vous, là, Anastasia, là. Alors moi ce que je fais, Anastasiat, là. Ah, mais non, mais oui. moi ce que je fais, c'est que je me fais un petit thé aux fruits rouges avec une pointe de vodka. Et après c'est parti. Bah, arrête, mais c'est mytho, Mais arrêtez. mais Vous dites si. n'importe quoi. Sur la vie de Non, mes mais réseaux c'est quoi sociaux. ces ongles, là, sans déconner? Oh putain. Voilà, on dirait Ah ouais, que là, ah, je peux te dire que là, ah ouais. Je sais pas comment vous faites. Hein. Mais c'est à Bah, je quelle heure blesse. ton matin à toi? 13h. Ah ouais, 13 Ah oui, ça va. Alors pour la 13 vodka, heures. c'est. Ouais, merci. Bon, bah, en tout cas, ça va vous? Eh, ça va le moral, là? Ah, dès que j'ouvre la bouche, je me fais descendre. Non, moi. Non, mais ça va le moral ou pas? là Bah, ça allait avant d'arriver ici, oui, ça allait très bien. C'est pas, je trouve qu'il y a un. Ça, Bah, évidemment, dès que j'ai une inhabilité, un truc comme ça, je me prends une Qu'est-ce balle que vous perdue. dites? Ah, c'est vexé là. Qu'est-ce que vous dites? L'instabilité? Et j'ai une inhabilité. Qu'est-ce que vous dites? Une inhabilité. Je comprends pas ce que vous dites. Moi non plus. Merci. Alors, il y a Eric Ciotti qui va nous voir dans un instant. Il veut s'inspirer d'Elon Musk. Ouais. Je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Alors, vous avez vu qu'il y a Nagui qui a quitté X. Ça y est, Ah oui, il y a bah tous oui. les woke qui quittent X. On sera bientôt tranquille. Non, c'est vrai. On sera bientôt tranquille. Non, c'est vrai, il a dit qu'il quittait X, là, Nagui. Donc voilà, donc écoutez, bah, franchement, il y a que des bonnes nouvelles. Nagui, Sandrine Rousseau, Libération, Le Monde. Il y a qui d'autre? Tiens, voilà. Alors, donc il va sur Blue Sky. Bah, écoutez, bonne chance à lui. Voilà. Mais parce que Nagui s'est jamais caché. Il a toujours dit qu'il était woke. Hein. Nagui a toujours dit qu'il était woke. Vous le saviez?
Vous en foutez de ce que je dis? Non, c'est vrai. Non, vous en foutez ou pas? Non, mais c'est rien, il a dit que ça y est, Nagui qui quitte X. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il y a plein de woke comme Thomas qui vont rester sur X. Absolument. Bien sûr, oui, mais laissez Thomas tranquille. S'il vous plaît. Il y a Anne Hidalgo qui a pense que quitté c'est X. déserté, en fait. Je vais vous donner les noms de ceux qui ont quitté X. Très bien. Sans déconner, à chaque fois, j'aimerais qu'on fasse une hola. Ok, les chéris, à chaque nom que je vais vous prononcer, on va faire une hola. Anne Hidalgo a quitté X en 2023. Sandrine Rousseau a quitté X lundi. Ça, je prends. Benoît Hamon a quitté X le 22 novembre 2024. C'est un ami. Anne Sinclair a quitté X lundi. Le journal Libération a quitté X hier. Le journal Le Monde a quitté X. Roland Lescure a quitté X samedi dernier. On ne sait pas qui c'est. Merci. Donc on s'en tape total. Merci. Et Guillaume Gontard, je ne sais pas qui c'est non plus. Je ne sais pas qui est ce gars. Guillaume Gontard. Et il y a aussi Félix Bijawi. Merci. Non. Et il y a Nagui a quitté X aujourd'hui. Merci. Quand je vous dis qu'on va pas tarder à être tranquille. Ah non, mais là, on va pas tarder. Je vous le dis là, on prend le bon chemin. On prend le bon chemin. Ces gens-là croient vraiment qu'ils vont couler X en partant du. Non, mais ils vont rien couler du tout. Quart complet. Mais Elon Musk, il sait même pas de qui on parle. C'est ça. Et c'est une victoire pour Elon Musk. bien parce que ça veut dire que son idéologie est plus forte que ces gens-là. Au lieu de s'exprimer et de débattre, ils préfèrent se barrer lâchement. Je trouve ça nul. La plupart reviennent après en plus. Ah oui. Mais bien sûr. Ils reviennent après, discrètement. C'est marrant. Par exemple, moi, je sais que par exemple, vous avez quitté le X par contre. C'est lui qui m'a quitté plutôt. Et je regardais, Taratata est toujours sur X en revanche. Ah ouais. Ah, il faut que Taratata s'en aille. Il faut que Taratata s'en va. Lui, le Non, producteur. là, moi, je suis sur une émission de télé là. Je vais faire un pareil. Non, je vais faire un truc avec des chanteurs et des légumes. Taratatouille. Non mais Nagui qui annonce je quitte X, mais qu'est-ce qu'on en a carré sans Ce qui est drôle, c'est qu'ils disent quitter X et les réseaux sociaux, mais ils disent Hello Blue Sky, venez me voir quand même sur Blue Sky. Quitte X, et tais-toi, il n'y a pas besoin, arrête de chercher les gens. C'est genre on recrute. Mais Taratata, c'est intéressant, il faudrait s'enlever de Taratata aussi. Bien sûr. Et n'oubliez pas les paroles, c'est sur X ou pas? Je crois que oui. Sûrement. Ouais. N'oubliez pas les paroles et toujours sur X également. Ouais. C'est lui qui produit aussi? Oui, c'est lui qui présente. Ah bah il faut partir. En plus, c'est écrit en dessous, à vous de venir loin des haters, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent que des compliments. Mais oui, ils veulent mais pour oui, être c'est flatteurs, ça, en fait. ils supportent pas les critiques. Bien vu, c'est ça. Tu t'en vas, mais dis pas, venez me chercher, venez quand même me faire la bise sur Blue Sky. On combat pas en partant, on combat en restant. Tiens, voilà. Ah oui. Et Marine Tondelier, on a des nouvelles ou pas? Parce qu'elle devait partir de X, puis finalement elle a dit non. Marine Tondelier. Elle a dit je pars, elle a dit. Le 20 janvier, elle devait partir. Ah ouais? Elle y est là ou pas sur X? Je vais te dire la vérité. Je m'en carre un peu le popotin. On va pas se raconter d'histoire. Après, si le réseau social X était tenu par une sorte de wokiste à l'opposé total de Musk. Elle y est, Marine Tondelier. Est-ce que vous y resteriez? Moi, je pense que oui. Moi, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec Musk, mais pour autant, je reste. Non, mais Marine Tondelier, elle demande aux gens de partir, mais elle reste. C'est comme un mec c'est comme Raymond quand il arrive à une soirée. Il demande à tous les mecs beaux gosses de partir et lui de rester. Mais ça, c'est exact. T'es pareil que Marine Tondelier, toi. Et Sandrine Rousseau, elle devait le quitter le 20, elle y est toujours. Ah ouais? Elle y est encore, Sandrine Rousseau? Elle tweet, je viens de faire mon EXité. Donc supprime ton compte. Et non, elle est toujours. Je pense que ça leur fait peur de se séparer du communauté parce que c'est un média pour eux. Michel Polnareff, vous êtes toujours sur Twitter ou sur X? C'est faire des années 70. Oui, mais. C'est Polnareff. Ah ça va, on rigole, ouais. Je préférais Anastasie. Bah oui, mais c'est un mix des deux. C'est Polnareff. Franchement, merci. Bon, vous avez compris la question? Oui, jamais je quitte. C'est bizarre la phrase, mais jamais je quitterai le X. X, voilà. C'est fou ça. Merci. Allez, vous avez vu ça? Une évêque veut sermonner Donald Trump pendant une messe. Il exige des excuses. C'est Marianne Budd, qui est l'évêque de la cathédrale nationale de Washington. Le président américain n'a pas l'impression de recevoir une leçon de morale alors qu'il assistait tranquillement à une messe qui devait être sur le ton de la sobriété. Je suis complètement d'accord avec lui. Ah non, pas moi. Non, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais c'est son boulot, elle est évêque. Non, elle sermonne. Et alors? Un prêtre à sermonner, quelle horreur. L'évêque, et alors? L'évêque, pas de politique dans une église. Mais bien sûr que si, le sermon parle de ça, c'est Non, mais normal. regardez.
Merci. Et personne ne nous a donné la parole. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir pitié à l'égard des personnes de notre pays qui ont peur maintenant. Il y a des personnes gays, des lesbiennes et des enfants transgenres dans des familles démocrates, républicaines et indépendantes. Certains ont peur pour leur vie. J'ai trouvé que ce n'était pas une bonne messe. Merci beaucoup. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Courageuse, là. Ouais. Alors, si vous voulez dire. Moi, pour le coup, je la trouve assez courageuse. J'aime pas, je trouve que c'est... Je donne la parole à Gilles, mais c'est pas grave, allez-y, parlez tant qu'il en est encore temps. Pour le coup, je la trouve assez courageuse de dire ça, parce que c'est quand même un fauve, lui, en face. Donc, il faut y aller, quoi. Ça ne veut pas dire que je partage, mais je trouve assez courageux. Gilles ? Alors, pour moi, chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que son sermon ne me dérange pas. Et lui, il dit après, j'ai trouvé que c'était hors de propos, qu'elle avait un ton méchant. Et c'est vrai que ça le ciblait quand même. C'était un sermon très orienté politiquement, sociologiquement. Donc voilà. Et je pense qu'on voit à sa tête d'ailleurs, il s'est senti agressé. Donc je trouve qu'il a raison de répondre. Michel. Moi, je trouve qu'elle a des couilles et j'aime bien. J'aime beaucoup son discours. Quoi ? Je trouve qu'elle a des couilles et j'aime beaucoup son discours. Mollo quand même. Non, c'est au niveau du langage. Oui, des sacrés ovaires et je partage. C'est pire. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Moi, je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont pas bien parce qu'elle sous-entend que Trump est homophobe et qu'il est transphobe, alors qu'effectivement il a pris des mesures pour stopper ce qu'il appelle le délire transgenre et les dérives de ces mouvements-là. Ce n'est pas un homophobe pour autant ni un transphobe. Bien sûr. Le transphope, si, quand même. De toute façon, c'est une militante. Désolé, c'est les dérives de cette idéologie trans, mais il n'est pas transphobe, attention au mot quand même. Non, je suis pas d'accord. Et quand cette femme dit ça avec son statut, elle le fait passer pour un homophobe devant des millions et des dizaines de millions de personnes, je trouve ça pas bien. Oui. Je suis désolé Thomas, ils disent qu'ils ont peur pour leur vie. On n'est pas en Tchétchénie, aux États-Unis, on ne jette pas les homosexuels du haut des immeubles. Exactement. Voilà, ils veulent remettre l'église au milieu du village, mais ils ne veulent pas les foutre en dehors des États-Unis, les priver de tous leurs droits. Ils veulent seulement recadrer un peu les choses. Non, mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas allés à l'église depuis super longtemps, à mon avis, parce que le principe d'un sermon, c'est de se faire sermonner. Hein. Je veux dire, excusez-moi. Ce qu'il dit, lui. Le représentant du culte s'installe là dans son truc, à son pupitre, et puis vous explique ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est le principe même d'un sermon. Parce que vous allez rester toute la journée avec tout ce que vous faites de pas bien. C'est le principe même d'un sermon. Donc oui, Trump s'est fait sermonner. S'il veut pas se faire sermonner, il faut pas aller à l'église. Excuse-moi, j'ai sans doute été plus souvent à l'église. Bien sûr. Ça m'étonnerait. Cette femme, c'est une évêque, mais c'est une militante avant tout. Elle est connue pour ça là-bas. Elle a tout à fait le droit. Mais dans une église, moi ça me choque. Elle a participé à des manifestations pour George Floyd. Elle est militante LGBT, donc c'est tout à fait son droit et c'est respectable. Mais là, pour moi, c'est choquant. C'est un peu flou. Je suis d'accord avec Dany. Merci, ma Dany. On va se retrouver dans un instant, les chéris. Vous avez vu que la militante écologiste qui avait dégradé un tableau de Monet, relaxé. Tiffany va nous en parler dans un instant. Vous allez voir ça. Les mecs. Gilles Verdez, il est content. Bon, c'est bon. On dirait qu'il va faire les mandrakes d'or avec sa tenue. Éric Ciotti veut s'inspirer d'Elon Musk. Vous allez voir ce qu'il veut faire. On en parlera dans un instant, puisque Éric Ciotti, il va nous raconter tout ça dans un instant sur C8. Et puis, je le rappelle, bien entendu, l'info qui vient de tomber, qui nous a tous, bien entendu, bousculés, qui nous a fait froid dans le dos. Je répète, Nagui quitte X. Ça vient de tomber, à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 19h22. On est sur C8, merci. On est en direct et une fois de plus, hier, bien entendu, TPMP était encore le premier talk de France, loin devant tout le monde, bien sûr loin devant France 5, très loin devant France 5 et loin devant TMC et Quotidien. Donc merci à vous de nous avoir placés encore en tête. Merci. Merci les chéris, merci beaucoup. Alors, c'est le coup de cœur de Jean-Michel Maire. Aujourd'hui, il vient comme coup de cœur de Jean-Michel Maire, mais avant tout, Éric Ciotti, parce que je viens de parler des audiences de C8, je voudrais vous remercier, Éric Ciotti, parce que pour votre courage. Et je ne rigole pas parce que vous avez été un des seuls à réagir sur les réseaux sociaux lorsque la décision concernant C8
a été annoncé. Alors, il y a Marine Le Pen qui a réagi également, Éric Ciotti. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur les doigts de deux mains maximum. Hein, parce que les autres, ils se sont planqués. Hein, voilà, ils sont très contents de venir, ils sont très contents de m'appeler. Mais je tiens à dire, en tout cas, quoi qu'il arrive, merci Éric Ciotti. Voilà, je voulais vous le dire. Donc, parce que c'est important. Et c'est vrai que vous avez été un des premiers à tweeter. Non, mais vraiment, voilà, je le dis. Et à un moment, le courage aussi, c'est pas seulement m'appeler derrière et me dire on est avec toi, etc. Ouais. Mais quand on publiquement, on dit ah non, moi, je sais pas trop, j'ai pas vu l'info. Je connais pas l'info. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est que la plupart des gens font ça. Donc voilà, il y a eu vous, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu Jordan. Voilà, il y avait Jordan Bardella. Voilà, mais il y en a pas eu beaucoup. Voilà, donc merci à vous. Jean-Michel Maire, vous avez un coup de cœur pour Éric Ciotti. Bah oui, parce que Éric Ciotti veut, j'imagine, prendre un peu exemple sur Elon Musk qui maintenant est chargé par Donald Trump de couper grassement dans les dépenses de l'État aux États-Unis pour faire des économies entre 500 et 1 milliard de dollars, ce qui est énorme, en réduisant le nombre de fonctionnaires, le nombre d'agences, en diminuant les subventions, etc. Et je pense qu'il y a, j'imagine, plein de choses à faire comme ça en France. Vous avez le courage de le dire. D'habitude, on touche jamais aux fonctionnaires, aux dépenses, aux subventions. Qu'un homme politique ait le courage de dire que si il y a moyen de récupérer de l'argent plutôt que d'augmenter les impôts, de récupérer de l'argent en coupant dans les dépenses, je trouve que c'est courageux. Alors justement, Éric Ciotti, pour nos téléspectateurs, dites-nous, parce que vous allez lancer, des mesures assez ambitieuses. Racontez-nous. Oui, on a lancé ça hier soir pour mettre un terme à la gabegie de dépenses publiques. Notre pays est le pays qui dépense le plus d'argent public, donc l'argent de tous les concitoyens. Certains hommes politiques pensent que c'est leur argent, mais c'est l'argent des concitoyens. Et comme on dépense le plus, on est le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Exactement. Chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts et celle-là, on aimerait que peut-être d'autres la gagnent. Oui, c'est sûr. Mais on continue à la gagner et au final, on a ce pays où les entreprises payent le plus de charges, de cotisations sociales et en Europe où les salaires sont très en deçà de la moyenne. Donc on a un problème de pouvoir d'achat. Donc on s'attaque au début, on veut moins de dépenses publiques, moins de bureaucratie, moins de technocratie, moins de bidules, de machins, de comités, comme aurait dit le général de Gaulle, de comités théodules, comme l'ARCOM d'ailleurs. On veut supprimer l'ARCOM, ça me permet de faire un lien avec la décision scandaleuse qui a été prise contre toute logique, contre tout intérêt de démocratie, mais aussi contre tout intérêt économique. Je peux vous poser une question, Éric Ciotti. Vous me dites si vous répondez ou pas. Parce qu'on se posait la question il y a un instant avec les chroniqueurs. On se disait, une décision comme ça, est-ce que le président de l'ARCOM la prend seul ? Non. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? C'est mon intuition. D'accord. Je n'ai pas d'éléments, mais non, bien sûr, d'accord. Je pense que ça se prend un peu, sans doute au-dessus. Ah oui ? Oui, je pense. En tout cas, est-ce que donc on veut supprimer. Est-ce qu'au-dessus, on est prévenu ? À minima, je pense. À minima, d'accord. Ouais, je pense. Merci. Je suis même sûr. Ah d'accord, très bien. Éric Ciotti, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fou parce qu'on dit souvent il faut redonner l'argent dans les poches des Français. On a l'impression que l'argent est partout, sauf dans la poche des Français. Et dès qu'il y a un problème, on l'a vu encore aujourd'hui avec les retraités, bien sûr. On a une ministre qui nous dit on va taxer un peu plus les retraités. Mais personne ne dit on va faire des économies. Donc hier soir, avec mon parti, avec l'UDR, on avait des économistes. On avait l'ancien patron du FMI, Jacques Delarosière, qui est formidable. À 95 ans, il a porté un plan de 200 milliards d'euros d'économies par an, avec des solutions très claires. Ce qu'on propose, c'est supprimer aujourd'hui, en 5 ans, 400 des 1200 agences ou institutions de l'État. On va supprimer, par exemple, le Conseil économique et social. On va supprimer les rectorats, les agences régionales de santé, l'OFB, qui pollue la vie des agriculteurs. L'ARCOM, je le redis, ça fait plaisir de le redire. Je vous confirme. Donc, l'OFB, c'est quand même incroyable. L'OFB pour les agriculteurs, c'est incroyable. Un quart des agences. Parce que derrière les agences, il y a des locaux, il y a des voitures, il y a des dépenses, il y a des gros salaires, souvent. Il y a des gens qu'on recase, parce qu'à la tête de tous ces comités, il y a un comité contre le bruit, il y a une multitude d'organismes
qui ne servent pas à grand-chose. Et comme ils existent, ils produisent d'autres contraintes pour ceux qui bossent, pour ceux qui travaillent, et ils bloquent l'économie. On veut supprimer, au-delà de ces organismes, on veut supprimer des normes aussi. Il y a 400 000 normes dans le pays, et il y a une étude qui estime, au-delà de l'étude, c'est le Premier ministre François Bayrou qui l'a dit la semaine dernière, c'est pas moi qui le dis, il dit que ça nous coûte 4% de croissance. 4% de croissance, c'est plus de 100 milliards d'euros de richesse par an. On produirait 100 milliards d'euros de plus qui pourraient être prélevés. On augmenterait, je dirais, la part du gâteau de tout le monde, de tous les Français, s'il n'y avait pas ces normes. Donc là, on propose de supprimer des lois complètement ahurissantes, les zones d'artificialisation nette, le ZAN, les ZFE qui interdisent à des Français qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture moderne ou électrique à 60 000 euros, qui ont une 4L ou une Clio, qui ne peuvent plus rentrer en ville parce qu'il y a des écolos qui leur disent « non, vous ne rentrez pas en ville ». Ça vous est plus autorisé, c'est un mépris social total. On veut supprimer les lois SRU qui contraignent aussi à construire dans certaines zones des logements. On veut simplifier les permis de construire. Donc ça, c'est le deuxième pilier. On s'attaque aux normes. Le premier, on s'attaque aux organismes. Et puis, on veut aussi qu'il n'y ait plus que 2 échelons des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Je suis élu du département des Alpes-Maritimes, mais il y a la région, il y a le département, il y a la métropole, il y a des intercommunalités, il y a au-dessus l'Europe, l'État. On ne sait plus qui fait quoi. Tout ça chevauche, tout ça, ça coûte. On ne veut plus que 2 échelons. La commune, tout le monde est attaché à sa commune, tout le monde connaît son maire, il y a ce lien avec le territoire. Et puis, on veut au-dessus ce que j'appelle les provinces, qui seraient le fruit de l'addition des régions, des départements, des intercommunalités, des métropoles. Donc, il n'y aurait plus que 2 échelons et beaucoup d'économies. Et au niveau de l'État, il y aurait un préfet qui dirigerait toute l'administration. Parce qu'aujourd'hui, l'État a perdu même de sa puissance. On dit qu'il y a trop d'État. Mais il n'y a pas trop d'État pour la police, pour la justice. Donc, sur l'organisation territoriale, il n'y aurait plus d'ARS. On a vu que l'ARS était très mal pilotée. Il n'y aurait plus de recteur. Il y aurait un préfet avec des directeurs autour de lui et une administration plus allégée. Oui, Guillaume. Éric Ciotti a raison, l'État obèse est à la racine de tous les problèmes économiques français, parce qu'en réduisant les dépenses de l'État, vous allez réduire la dette, vous allez réduire les impôts, vous allez réduire les charges patronales, et donc vous allez augmenter les salaires des Français. C'est tout l'objectif. Ma question, vous avez tout compris. Parce que vous connaissez bien adhérer à l'UDR. Non mais vous connaissez bien même dans une tenue comme ça. On prend. Vous connaissez bien le fonctionnement de la France. Aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous avez un peu estimé 3 300 milliards. Voilà, 3 200, oui, à peu près. Est-ce que vous avez estimé, vous avez parlé de 100 milliards d'économies par an, mais est-ce que ce serait de la dette qu'on rembourserait pour la France? Est-ce que vous avez une idée de la durée pour rembourser idéalement les dettes de la France? Dans notre plan, on a à minima, et on n'a pas forcé le trait, on a à minima 120 milliards d'euros par an d'économie d'argent public. C'est-à-dire 600 milliards en 5 ans. Le plan, il est sur 5 ans. On considère qu'enlever les normes, enlever les contraintes, ça va générer 3-4 points de croissance en plus, c'est-à-dire autour de 100 milliards. Ensuite, on a un plan de privatisation. L'État détient aujourd'hui environ 180 milliards d'euros dans des entreprises, Engie, Renault. On peut estimer qu'une partie de cession de ces activités, moi je considère que le privé gère mieux que le public. Il faut du public. Il faut le public pour la police, pour la justice, pour la défense, pour l'éducation, pour la santé. Mais même si sur la santé, on voit souvent que le secteur privé fonctionne mieux, en tout cas il coûte moins. Sur l'éducation, on voit bien que le secteur privé marche bien aussi, mais allez, ces 5 missions, il faut naturellement des fonctionnaires, et il en faut plus devant les malades, devant les jeunes, dans la rue pour les policiers. On dit d'ailleurs dans notre plan qu'il faut au moins 4 fonctionnaires sur 5 qui soient au boulot et pas dans des bureaux. Et donc, on a tout ça. Et la partie des privatisations ira pour le remboursement de la dette. Et les économies, une partie iront sur la dette, une partie iront sur la baisse des impôts et des cotisations,
pour augmenter les salaires, parce que vous avez raison, les salaires sont trop faibles. On va donner la parole à deux questions de nos amis de la France insoumise. Je rigole. C'est bon. Je tiens à vous rassurer. C'est bon, là. Non, Gilles Verdez. Monsieur Ciotti, un ami des amis de la France insoumise. Vous me faites peur. France... moi, je vais vous dire, celui qui me fait peur, c'est vous. Et celui qui fait peur aux Français tous les soirs, c'est vous. Alors, sur la simplification de quelques normes, oui, mais là, vous voulez libéraliser tout. Quand vous parlez de permis de construire n'importe où, y compris dans les zones inondables, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a encore pas écouté. C'est comme quand Fatou lui dit quelque chose. Non, monsieur Ciotti, pas touché aux zones inondables. Pour moi, l'État, c'est tout. C'est l'État. Dans un village qui a été inondé, donc je connais bien le sujet. Voilà, c'est vrai. Pour moi, l'État, c'est tout. C'est l'État-providence. C'est l'État pour la santé, pour les écoles, pour la protection des gens. J'ai l'impression que là, vous voulez ratiboiser les mois. Mais là, vous êtes content, ça marche en ce moment, là, ce qui se passe. Ça marche. Non, mais ça marche, Gilles Verdez, là, ce qui se passe en ce moment. Pas tellement, mais j'ai peur que ce soit pire. Merci, non, c'est bon, Géraldine. Non, parce que justement, là où vous avez raison, non, c'est pas dommage. Sur l'hôpital, il y a 1 million, un peu plus d'1 million, 1 100 000 agents qui travaillent dans l'hôpital public. Mais dans ces agents, il y en a 40% qui sont dans l'administration, qui ne sont pas des soignants, qui ne sont pas devant les malades. Moi, je souhaite que dans notre plan, eh bien, il y en ait 800 000 qui soient devant les malades. Pour l'éducation, il y a un tiers du personnel d'éducation, c'est à peu près pareil, c'est 1 200 000, et il y a un tiers qui ne sont pas devant les élèves, un quart à un tiers. Il faut qu'il y en ait plus. Oui. Il faut qu'il y ait plus de policiers dans la rue plutôt que faire des procédures dans des bureaux. Donc, en même temps, moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut supprimer massivement les fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires, voilà. C'est pas ce qu'on dit. Mais il faut que les fonctionnaires soient placés au bon endroit. Aujourd'hui, on a le record du monde des dépenses, on a le record du monde des impôts, et les Français se disent, l'école, elle ne fonctionne plus, on n'a jamais eu un niveau aussi faible, l'hôpital fonctionne de moins en moins bien alors qu'on avait le meilleur système au monde. Police. La sécurité n'est plus assurée dans la rue et la justice, elle met des années à rendre ses décisions, à part pour certains. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'il y a aussi cette crise démocratique. Ciotti, attention, il a 2 doigts de rejoindre l'UDR. Attention là. Est-ce que je vous ai convaincu? Non, vous parlez toujours avec pertinence, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais non, mais il ne quittera jamais Louis Boyard et ses amis. Merci, il va aller habiter à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, Thomas Guénolé. Oui, pas 2 heures. Hein. Non. Question très simple, difficile mais très simple. En 2021, vous avez déclaré « Je ne voterai jamais pour Marine Le Pen ». Vous avez déclaré « Le Rassemblement national est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi du gaullisme ». C'est des propos très forts. Et en 2024, vous devenez son allié. L'allié de Marine Le Pen et l'allié du RN. Et donc ma question, candide et sincère, la question. Comment on peut vous faire confiance du coup quand vous faites des promesses et que vous prenez des engagements, quels qu'ils soient, que vous venez de nous énumérer? J'ai un problème là-dessus et je voudrais une clarification. Bon, c'est bon, on l'a posé la question, il a répondu. On se connaît depuis longtemps. Ah ouais, merde. On s'était vu à RMC. Ça, c'est la fin. Et vous êtes niçois comme moi, donc voilà, c'est pas du tout personnel. Moi, moins de temps que vous, et déjà, j'en peux plus. Alors oui, allez-y. Merci. Ceux qui m'ont toujours attaqué, vous en faites peut-être partie, ont toujours reconnu que j'étais de droite et même trop à droite. J'ai toujours été de droite, même dans ma famille politique, on me reprochait d'être un peu à droite de la droite. Vos convictions sont stables. Donc, à un moment, est arrivé un vrai débat. Soit on laissait le pouvoir à ceux qui ont mis la France dans cet état, avec une alliance avec le nouveau Front populaire, avec LFI qui pour moi est le danger majeur pour notre démocratie, pour notre pays, soit il y avait une alliance à droite, on n'est pas pareil. Il y a des différences, mais chacun a évolué. Marine Le Pen a évolué, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait aussi dans son évolution, dans son parti, depuis 2021. Des choix difficiles, oui, depuis 2021. Il y a eu notamment des ruptures avec des personnalités qui incarnaient un passé sulfureux. Elle a eu ce courage, elle a évolué. Moi, j'ai évolué aussi. Puis quand on est dans un appareil politique, on est corseté, on dit des choses souvent qui dépassent nos pensées profondes parce qu'on est dans un cadre, on est dans un moule. Moi, aujourd'hui, je suis libre, j'ai envie de dire, et je pense que gouverner à droite le pays, eh bien, serait beaucoup plus efficace que la catastrophe qui nous a amené au déclin français aujourd'hui et au chaos qui est à l'Assemblée. Parce que quelle cohérence il y a entre ce socle commun qui va désormais du PS à LR. On voit bien que la France est bloquée. Et donc, moi, je crois que le moment est venu de
de renverser la table, on le disait tout à l'heure, de changer de cadre, d'essayer. Moi, je ne crois pas que ceux qui ont gouverné aujourd'hui soient à même de redresser le pays. Je crois qu'il faut changer et essayer autre chose. Là, on le voit, hein, ça y est, hein, on voit bien que le pays n'est pas du tout en voie de redressement. Là, il est en voie d'aller dans le mur. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur C8. Merci beaucoup. Et écoutez, on vous suit. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'élection de Donald Trump? Moi, je regardais hier... D'abord, il y a une extraordinaire énergie. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime plutôt, je vous l'avais dit ici. Bien sûr, on s'en rappelle. D'abord, il a été très largement élu, mais on voit la différence entre ce qui se passe chez nous, où on a l'impression que ceux qui nous gouvernent roulent dans une 4L sans GPS, sans climatisation, et que de l'autre côté, ils sont dans la fusée SpaceX. C'est exact. Vous savez ce que j'ai dit, moi j'avais dit, c'est le bonheur est dans le pré contre Avatar. Ben oui. Ils signent des décrets sur l'immigration en 1 heure. Nous, on n'a même pas pris les décrets de la toute petite loi qui a été votée il y a 1 an. On en est toujours au même niveau. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut changer. Il faut tout casser ce qui, aujourd'hui, a abîmé le pays. Il faut reconstruire un pays plus moderne, plus efficace, moins de normes. Il faut faire confiance aux entrepreneurs, à la liberté. On ne sait plus produire que des impôts, des contraintes, des normes qui empêchent les gens de vivre. Dans le gouvernement, est-ce qu'il y a des gens que vous estimez quand même si vous n'êtes pas d'accord avec vous? Oui, moi j'estime Bruno Retailleau, notamment. Bien sûr. Voilà, je parlais de la loi immigration. Mais Bruno Retailleau, il ne peut pas faire ce qu'on avait décidé de faire ensemble. Parce que Bayrou n'est pas d'accord. Parce que moi, j'ai vu le ministre de l'économie la semaine dernière. Il m'a dit il ne faut surtout pas toucher à l'immigration. Je lui ai dit, vous savez, il y a une mesure d'économie importante, 7 milliards d'euros par an. Si on ne verse pas aux étrangers les allocations familiales pendant 5 ans, parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un arrive, il a les allocs. Et il n'a pas payé de cotisation avant. Donc il a les allocations familiales et les allocations logement. Si on dit on les verse au bout de 5 ans et on vérifie qu'il s'est bien intégré, ça fait 7 milliards d'économies par an. Donc, Éric Lombard, il m'a dit ah non, mais alors là, on est en désaccord total, c'est idéologique. Il m'a pas dit c'est économique, il m'a dit c'est idéologique. Pareil, quand je lui ai dit l'AME, c'est vous qui avez sorti les affaires des oreilles décollées. Il me dit ah non, on ne touche pas à l'AME. C'est quand même 11 000 euros de dépenses l'année dernière, c'est énorme. 11 000 euros sur toute la France. Mais 11 000 euros. Mais c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un scandaleux. C'est scandaleux, mais bien sûr, c'est un symbole, on s'en fout des 11 000 euros. C'est un symbole. Merci, Thomas Guénolé, c'est bon là. Occupez-vous d'Anastasia. D'être juste, parce qu'il y a des Français. Il y a des Français retraités, des Français modestes qui ne peuvent pas se payer des prothèses auditives, qui ont un appareil dentaire. Et ils voient qu'un étranger arrive et aujourd'hui, il a les soins pris à 100% qui ne sont pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Au tarif conventionné, vous le savez. Éric Ciotti, le relancez pas. En situation d'urgence. Au tarif conventionné, vous le savez. Mais voilà. Merci. Et surtout les agriculteurs. Il a réveillé mamie en plus. Merci. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur C8. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant avec les 5 images du jour et la militante écologiste qui avait dégradé un tableau de Monet relaxé. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h47. On est en direct et ça touche pas un mot. Calmos Ramos. Dans un instant, la militante écologiste qui avait dégradé un tableau de Monet relaxé. C'est le coup de gueule de Daniel Moreau. Merci Daniel Moreau d'être là. Toujours un plaisir de vous voir et de vous sentir. Merci. Juste avant les 5 images du jour, j'avais un coup de cœur, moi. Juste le coup de cœur. Mais voilà, on me l'a volé. Voilà, on me l'a volé. Ah bon? Oui, on me l'a volé. C'est un acte incroyable, à 84 ans. Oui, voilà. Il met en fuite un braqueur à coups de jean. Regardez. Calme au sud de Biarritz, les habitants l'appellent ainsi depuis plus d'un. C'est énorme, c'est énorme. Allez, T'as vu, quand Gilles Verdez il est énervé, faut pas le faire chier.
Vous avez vu chez vous, vous l'avez vu comme moi. Hein. Allez, on a un coup de gueule, très vite. Allez, lance vite. Moi, je suis en colère contre la justice, donc qui vient de relaxer une militante écologiste qui a posé un énorme autocollant sur le tableau Les Coquelicots de Monet. Donc, elle a été relaxée, elle était récidiviste, c'est-à-dire qu'un an avant, elle avait fait la même chose, elle avait eu juste 2 mois de sursis et les fameux stages de citoyenneté. Ça montre l'efficacité, puisqu'un an après, elle recommence. Et on peut se dire, bon, c'est une juge particulièrement, mais l'année d'avant, en 2023, un membre de la même association avait jeté de la peinture orange sur la préfecture de Nantes. Il a été relaxé également. La juge a dit pour liberté d'expression. Merci. Donc voilà, donc moi je suis en colère et je ne comprends pas. Mamie est en colère. Ah ouais. Faut pas pousser bébé dans les orties. Merci Tiffany Ozière d'être avec nous. Alors on va revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça déjà? Qu'est-ce que l'activisme? Parce que moi, je n'ai rien compris. Alors peut-être pour revenir sur la décision aussi, effectivement, donc on vient d'avoir une relaxe qui vient d'être donnée sur cette militante écologiste. Son avocat avait plaidé la liberté d'expression. Et en fait, l'idée, aujourd'hui, ça va être d'expliquer la balance entre plusieurs libertés. Liberté d'expression, liberté de manifester et la manière dont le droit sanctionne ou pas d'ailleurs les questions d'activisme. Là, en l'occurrence, le tribunal a fait primer pour cette militante la liberté d'expression sur la sanction, considérant qu'il n'y avait pas eu de dégradation réelle, puisque c'est un autocollant qui avait été collé et qu'il n'y avait pas réellement volonté de dégrader le bien, mais juste de s'exprimer au travers de cette action. Et donc ça interroge sur ce que c'est que l'activisme. Et c'est le fait de s'exprimer dans l'espace public. On ne vous entend pas, Tiffany, désolé. Donnez un micro. Voilà, merci. Merci. Donc c'est le fait de s'exprimer entendu, dans là, depuis le l'espace début public. On a entendu 2-3 mots, donc... Nous, ça va, ici, on a... Bon. Très bien. Jean-Michel a entendu, c'est principal. Je bois vos paroles. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir s'exprimer... Chouchou du prof. C'est de pouvoir s'exprimer dans l'espace public et de porter un certain nombre de combats de manière, normalement, sur des actions qui sont censées être non violentes. Et il y a une différence entre le militant et l'activiste. Alors, je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Non. Le militant, il fait que militer, et l'activiste, il fait chier le monde. Le militant, c'est l'action. Le militant, c'est plutôt qu'il s'inscrit dans un ordre hiérarchisé avec une idéologie. Par exemple, vous parlerez plus d'un militant dans un parti politique ou d'un syndicat, alors que sur un individu isolé ou un membre d'une ONG, vous serez plus sur un activiste. Alors, je ne sais pas si vous pensez à quelques personnalités célèbres dans les activistes actuellement. Le protecteur de baleines, là, récemment. Ah oui, l'activiste, typiquement. Watson. Greta Thunberg, exactement. Ah ouais, et vous avez... Il y a les vrais et les faux. Le vrai, c'est Watson, le faux, c'est Caron. Dites pas du mal des autistes. Oui, merci. Et vous avez des figures C'est encore une historiques. autiste. Vous avez évidemment des figures historiques comme Martin Luther King. C'est ce que c'est le... Il raconte sa vie, on s'en fout total. Merci. Non, mais en plus, l'autisme, vous connaissez. Mais c'est vrai. Lui. Non, mais laissez-la dérouler, s'il vous plaît. Excusez-nous, Tiffany. Non, donc on parlait des personnalités, on peut peut-être parler des modes d'action. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que le principal mode d'action d'une personne activiste? Les blocages. Bloquer le monde. Oui. Les blocages, non? Faire des bloquer l'autoroute. Alors souvent on appelle ça la désobéissance civile. C'est le fait d'être contre une obligation légale et de forcer un pouvoir à changer cette obligation, notamment en décidant de ne pas s'y soumettre. Et vous avez 3 types d'actions. Alors la première, c'est quand des personnes s'appuient sur un organisme politique ou associatif. Je ne sais pas si vous vous rappelez des enfants de Don Quichotte. Qui s'était installé sur le canal Saint-Martin avec des tentes et l'association Droit au logement pour rendre opposable à tous le fait d'avoir un droit au logement. Ça, c'est une action de désobéissance civile. Il y a les Kids United aussi. Et la désobéissance civile de se coller les mains sur une autoroute ou des trucs comme ça, vous le classez où, ça? Parce que ça, c'est pour le coup, ça entrave la liberté de circuler. C'est de la désobéissance civile aussi. Ça reste de la désobéissance civile. Vous avez après justement la désobéissance civile individuelle. C'est quand une personne décide de ne pas respecter une loi. Alors vous aviez le cas par exemple de Marie Imbert qui a décidé avec le docteur Chaussois de procéder à l'euthanasie de son fils alors que c'était illégal. Et c'est elle a été poursuivie pour ça, finalement relaxée. Et c'est ce qui a amené la loi Leonetti sur la fin de vie. Ou enfin vous avez les personnes qui sont titulaires d'une autorité en termes de service public, les enseignants, les policiers, les magistrats, quand ils décident de se soustraire à la loi. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cas des professeurs en 2019 qui ont gardé les copies de bac, qui ne souhaitaient pas les rendre parce que justement ils étaient contre la réforme du baccalauréat. Oui. J'ai une question. Est-ce que la casquette d'activiste ou de militant ne constitue pas un totem d'immunité aux yeux de la justice? Pour revenir sur l'histoire du tableau, est-ce que si c'était un jeune délinquant qui avait fait ça, qui avait écrit « J'emmerde le système » par exemple, est-ce qu'il aurait une sanction pire
Parce que là, au nom de l'écologie, on ne fait pas une sanction plus légère. Alors, c'est intéressant parce que justement, j'allais vous dire sur quel est le rôle du droit par rapport à ça. Et il est assez double. D'un côté, le droit, il peut réprimer ou encadrer. Là, par exemple, sur les militantes écologistes, ce qui est intéressant sur cette décision-là, c'est qu'elle fait suite à une autre qui a été rendue par le tribunal de Lyon cette année, où 2 militantes écologistes avaient été relaxées pour, pareil, avoir lancé sur un tableau, je ne sais plus exactement ce que c'était comme matière, je crois que c'était de la soupe. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'avocat avait plaidé la liberté d'expression, mais c'est même pas la liberté d'expression qu'avait retenu les juges. Les juges avaient estimé qu'il y avait un défaut d'intention, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas volonté de commettre l'infraction. Et dans le cas que vous disiez, là, ce serait plutôt ce qu'on reprocherait à la personne d'avoir la volonté de commettre une infraction, alors que là, on a estimé qu'il n'y avait pas de volonté de commettre l'infraction, que c'était un moyen finalement de porter une cause. Si je vous dis ça, vous avez le cas de Cédric Héroux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un agriculteur militant qui a aidé des personnes, des étrangers, qui a été poursuivi un certain nombre de fois par le tribunal et finalement relaxé par la Cour de cassation au motif qu'on a considéré que ces actions ne visaient pas à aider les migrants à se déplacer, mais qu'elles avaient un but humanitaire. C'est ça. Donc il n'a pas été poursuivi. Exactement. Alors justement, il vient d'en parler, de la justice clémente. Vous en avez, voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est clément ce qui s'est passé pour ces activistes-là avec ce tableau de Claude Monet? Alors après, là, vous avez sur le cas, par exemple, de cette liberté d'expression, mais vous avez des cas où la loi sanctionne. Par exemple, je parlais donc des mesures à la fois préventives et répressives. Préventives, vous savez tous que la liberté de manifester, c'est un droit constitutionnel. Donc ça veut dire que par principe, vous, moi, n'importe qui peut aller manifester demain, sauf qu'une manifestation, elle doit être déclarée. Et en plus d'être déclaré, le préfet peut malgré tout l'interdire si ça porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Est-ce que vous pensez notamment à des cas où ça a posé une difficulté dernièrement dans l'actualité? Gilets jaunes, par exemple, non? Non. Dernièrement, c'était surtout les méga-bassines à Sainte-Soline. Est-ce que vous avez l'idée de ce que vous risquez si vous participez à une manifestation qui est interdite? De la prison. Oui, mais ce qu'on risque, ça dépend de la manif, j'ai l'impression. Alors, ça dépend. La violence. Ça dépend en fait déjà si vous êtes participant ou organisateur. Si vous êtes participant à une manifestation alors qu'elle est interdite, c'est une contravention. Si vous êtes organisateur, ce qui était le cas à Sainte-Soline avec les soulèvements de la terre, eh bien là, en revanche, vous risquez une peine d'emprisonnement, ce qui a été le cas avec sursis, des dommages d'intérêt évidemment, et une interdiction de paraître dans le département, sachant que là, il y avait des forces de l'ordre qui avaient été pris à partie et qui avaient été violentées. Merci. Tiffany, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Oui, Jean-Michel veut toujours poser sa petite question à Tiffany. C'est son moment de bonheur. On ne va pas lui enlever. J'ai toujours cru que la justice était là, certes, pour sanctionner, mais aussi envoyer des messages aux citoyens pour dire attention, si vous faites ça, vous allez être sanctionné. Est-ce que là, du coup, c'est pas un message pour dire aux gens allez-y, balancez de la peinture, de la confiture ou de la purée aux 3 légumes sur tous les tableaux que vous voulez, parce que vous ne serez jamais sanctionné. Est-ce que c'est un mauvais message? Alors, je pense que là, les décisions qui sont prises, c'est parce que vous avez des tableaux qui sont aussi en l'occurrence protégés. Donc, sur la dégradation d'un bien culturel, ce qui avait été dit, c'est que la personne n'a peut-être pas réellement l'intention puisqu'elle sait que le bien est protégé, donc il ne sera pas atteint. Et en fait, le juge, son travail, c'est la conciliation entre les libertés. Tout comme le préfet qui doit interdire une manifestation, est-ce que je l'interdis parce que j'estime que le risque pour les personnes et les biens est plus grand que la liberté de manifester? Et là, c'est en l'occurrence, est-ce que je la sanctionne parce que le dégât potentiel sur le bien est plus important que sa liberté d'expression? Et après, ce qu'il y a à dire aussi, c'est que là, on parle des mesures préventives et répressives, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que les activistes font changer le droit. C'est-à-dire que vous avez plein de personnalités dans la société. Si on pense à Gisèle Halimi, notamment sur l'avortement, eh bien aujourd'hui, c'est un droit constitutionnellement garanti parce qu'il a été défendu par quelqu'un qu'on a pu considérer activiste. C'est le cas de Badinter avec la peine de mort. Ou Cédric Héroux, que vous mentionniez tout à l'heure, ça a donné le fait d'enlever le délit de solidarité dans le droit. Le droit de mettre la soupe sur des chefs-d'œuvre. Non, ils mettent sur la vitre, ils ne le mettent pas sur la porte. Vous voulez pas les marmonner chez vous, là? Pas sur la façade. Daniel a cité un exemple qui est précis. On ne comprend pas ce que vous dites, là. Vous parlez entre vous, on n'est pas chez vos mères. Non, sur une façade, la dégradation sur la façade, il n'y avait pas de protection sur une façade. Quand ils ont attaqué Elf, ils ont détruit la porte, c'était une vraie dégradation pour le coup. Moi, j'ai décroché là tout à l'heure. Moi, je suis. Non, mais oui, on comprend rien. Moi, je suis pour l'environnement. Oh, dis donc! On comprend rien. C'est vrai, on comprend rien. C'est pas la peine de faire Bourville, on comprend rien. Il y a l'autre qui parle, l'autre qui marmonne, toi qui arrive, on sait même pas de quoi vous parlez. Isabelle, pardon, famille des vitrines. Non, mais on comprend rien. Vas-y, c'est bon.
Non mais, c'est bon. Non mais sans déconner, vas-y, va avec la... Non mais quand il y a des dégradations, vous avez des sanctions. Si vous vous rappelez... Vous comprenez ce qu'elle dit. Arrêtez. Si vous pensez par exemple au cas de José Bové. Ouais. José Bové, le fauchage des OGM, on a considéré effectivement qu'il y avait des dégradations et il y a eu des condamnations à des contraventions et des dommages d'intérêt. C'est insupportable. Excusez-les, Tiffen, vraiment. Je les tiens plus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez poser des questions à tout le monde? J'en ai pas posé une tout à l'heure à Monsieur Ciotti, donc j'ai peut-être la chance d'en poser une à Tiffen. Non, merci Tiffen. Merci Tiffen Ozière d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je voulais demander posez-la moi à moi, d'abord. Aujourd'hui, dans l'actualité, Cyril, on a beaucoup parlé d'associations et de militants qui donnaient des tracts à des passagers dans les avions. Ah oui. Donc ce sont des activistes, des militants. Pourquoi? Pour sortir les OQTF des avions. Pour empêcher l'expulsion des OQTF. Et donc je voulais savoir si nous, en tant que passagers, si on permettait justement à ces OQTF de ne pas partir, est-ce qu'on était un activiste, un militant, hors la loi? C'était quoi le statut du passager? C'est pas mal, je vais demander à Tiffen Ozière. Tiffen Ozière, aujourd'hui on a beaucoup parlé dans l'actualité. Non mais dites-nous alors. Là, je pense que typiquement, ça pourrait être considéré comme un acte de désobéissance civile. Voilà. Pas mal la question. Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Rien. Demandez-moi. Je bois les paroles de Tiffen Ozière. Demandez-moi ce que vous vouliez poser question. Non, moi je suis pour Tout le monde boit les paroles de Diben. Ah oui. Jean-Michel Maire, vous. Surtout Jean-Michel Maire. Et l'autre Thomas Guénolé. Moi je suis pour ces militants, vous le savez bien. Mais vous êtes toujours du mauvais côté. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous êtes toujours du côté des gens qui nous font chier. Bon, ils ont été relaxés là. Ils ont été relaxés. Si la justice est laxiste, c'est pas de ma faute. Ma question à Maître Ozière. Non, passe-la moi à moi. Ma question à vous, ça va me faire chier. Une fois, excusez-moi, je m'intéresse. Une fois, on dit qu'il n'y a pas d'infraction parce qu'il n'y a pas d'intention. L'autre fois, on dit qu'ils font ça sur le plexiglas, donc il n'y a pas de dégâts. Il y a une vraie volonté de la justice de ne pas les sanctionner. Voilà. Une vraie volonté politique et judiciaire de ne pas les sanctionner. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je peux vous dire qu'ils auraient pris dans la gueule. C'était ma question. C'est ça ce qu'a demandé Raymond tout à l'heure. Donc si vous écoutiez un tant soit peu l'émission, Raymond a posé la même question il y a ça 10 minutes. Donc merci. Oui, qui a d'autres questions? Ah oui, Raymond a posé la même question il y a 10 minutes. Et quelle a été la raison? C'est Guillaume, c'est pareil. C'est exactement ce qu'a dit Guillaume. Ouvrez vos escourdes, hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Merci. Excusez-les, Tiffen. Excusez-les, Tiffen, je les tiens plus. Oui, qui a une question là? Dépêchez-vous. Vous n'avez pas de questions? Ah non, surtout pas. Merci Tiffen Ozière d'avoir été avec nous. Quelque chose à rajouter? Avec plaisir, mais comme je sens que la liberté d'expression passionne tout le monde, je crois qu'on va faire un truc sur liberté d'expression et réseaux sociaux la fois prochaine. Pas mal. Liberté d'expression avec moi, ça va être vite. Je serai jamais pire que certaines personnes. Merci Tiffen Ozière d'avoir été avec nous. Vous avez été excellente une fois de plus. Excusez-les pour leur indiscipline. Merci. Vous n'avez pas de questions à poser, vous? Si. Vous n'avez rien compris au sujet, vous? Si, j'ai compris. Si, j'ai une question. Non, mais les Français, ils aiment beaucoup se mettre tout nus pour manifester. Est-ce que ça fait d'eux des activistes? Ah bah, on ne s'attendait pas à cette question. Alors, ça dépend dans quel but ils se mettent nus. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez eu des femmes qui se sont mis nues pour porter la cause féministe, ou par exemple le fait que des femmes se mettaient nues à des manifestations en disant pourquoi les hommes auraient le droit d'être torse nu dans l'espace public et pas les femmes. Donc là, si c'est au fin de revendiquer une cause, on peut considérer que c'est de l'activisme. Après, si c'est juste parce que c'est des gens qui sont nudistes et qui sont sur la plage... Moi, je suis au Canada chaque année, je suis pas activiste. Ok, merci. Excusez-les, Tiffen. Je ne les tiens pas. Vous savez, j'ai une classe difficile tous les jours. Moi, vous venez qu'une fois par semaine. Alors là, dans un instant, on va découvrir les candidats à l'élection de Mister Free. C'est mon truc préféré au monde. Franchement, merci Tiffen en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Les 5 images du jour maintenant. Payer le péage avec votre téléphone peut vous coûter très cher. On est tombé sur la vidéo d'un gars qui veut nous alerter après avoir reçu une amende au péage. Beaucoup de gens maintenant ont l'habitude de payer avec leur téléphone portable, en sans contact, et forcément, ils le font aussi au péage. Eh bien, sachez que vous pouvez prendre une amende pour ça. Si vous n'étiez pas au courant, regardez, je ne savais pas moi. Et ou pas Marie. J'arrive à un péage, c'était 25,90 €. Je sors mon téléphone pour payer un AP, donc tac, boum, et je paye un AP, j'ai payé le péage. Mais quand je vous dis instantanément, c'est instantanément moto, gyrophare. Et il y a 0 van. Il me dit mets-toi sur le côté, et là il me dit amende 90 €, 3 points sur le permis, vous voulez régler maintenant? Quoi? Usage du téléphone au volant. Il m'a dit monsieur, faudrait s'enseigner parce que dans la loi c'est comme ça, t'as pas le droit de payer avec ton téléphone en AP, parce que c'est usage du téléphone au volant même si t'es à l'arrêt. Même si c'est pour payer. Je rentre chez moi, je suis un semard. Hein. Je commence à taper et rechercher pendant 1 heure si c'est vrai ce qu'il m'a dit, de quoi faire contestation. Et bah j'ai juré c'est vrai.
et je dois juste fermer ma bouche. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. On ne savait pas. Hein. Enfin, moi, Ça pose énormément de questions. Alors, par exemple, quand on est à un drive de restaurant sur un parking, on paye, mais là, on est considéré comme à l'arrêt, en stationnement, sur un parking, on a le droit. Mais au péage, on est considéré comme potentiellement en mouvement, on n'a pas le droit. Et quand on paye avec une montre connectée, on a le droit, parce que c'est pas dans le code de la route illégal. Mais le téléphone, effectivement, 135 € d'amende et 3 points enlevés. Allez, ne perdons plus de temps. Priorité au direct. C'est ce samedi qu'aura lieu l'élection de Mister France 2025. Ça commence mal. Et comme pour l'élection de Miss France, on va voir chacun des candidats. Et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Bah non, j'ai pas choisi. Vous me dites ce que vous en pensez. Excusez-moi, mais les trois, vous avez sorti. Moi, j'ai rien dit. Non, mais c'est insupportable. C'est lui qui parle. Mais non. Moi, j'ai rien Non, mais il est insupportable. Jean Reno de Guingamp, là. Mais pourquoi Guingamp, en fait? Merci. Allez, pourquoi Guingamp? On a Mister Alsace, déjà. Regardez, Mister Alsace. Mister Alsace, ça passe. Il est pas mal. Non, franchement, il est pas mal. Pas mal. Mister Alsace, pas mal. Alors, on a ensuite. C'est pas mon préféré. On a Mister Aquitaine. Vous nous dites votre préféré. 4 fromages. Mister Aquitaine, pas mal. La mâchoire un peu carrée. Beau comme gosse, ça. beau gosse, Mister Aquitaine. Franchement, beau gosse. Ah, il y a Mister Auvergne, regardez. Pas mal. Beau gosse. On dirait qu'il revient du Paris-Dakar. Non, mais non, franchement, il est incroyable. Ah, Mister Bourgogne, très beau gosse, regardez. Voilà, Mister Bourgogne. On dirait Gauthier Lebray. Géraldine est sortie au signe de protestation. Il a 12 ans. Géraldine Maillet, vous revenez. Vous revenez, Géraldine Maillet. Vous revenez. Non, Sinon, on fait pas. Sinon, on fait vous pas. revenez, Géraldine Maillet. Sinon, on fait pas. En plus, sachez que le gagnant sera avec nous lundi, en fait. Ah, ça, c'est sûr. Alors, franchement, Mister Bourgogne, beau gosse. Beau gosse, Mister Bourgogne. Non Mister Bourgogne, pas mal. Non, franchement, pas mon kiff. Oui, il a quel âge? On dirait qu'il a 12 ans. Lui, il a 11 ans et demi. lui. Non, mais non, il est majeur. Il est très beau. Il y a un filtre en plus. Il est magnifique, il est affûté, j'adore. Moi, c'est bon, je crois que c'est mon favori. Mister Bretagne, regardez, Mister Bretagne, très beau. Très beau. Voilà. Ça va. Ce qui vous fait rire. Vous êtes fou, quoi. Il est beau gosse, Mister Bretagne. Il a un beau sourire. Non, franchement, il est magnifique. Ah, Mister Centre-Val de Loire. Regardez, Mister Centre. Pas mal. Je dirais MRP. Ouais, il est pas mal. Non, Ils vendent des photocopieuses ou quoi? Alors. Attendez. Oh, Géraldine. Non, Géraldine, venez là. Oh, ça va. Non, il est pas mal du tout. Franchement, moi, c'est un de mes favoris. C'est nerveux, hein, ça n'a rien à voir avec eux. On a un des Géraldine favoris, Pfeffer. Mister Champagne-Ardenne. Regarde. Non, non plus. C'est mon favori. Il ressemble à Stromae. C'est la photo. C'est la faute. C'était volontaire. Oui, mais ça se fait pas. Stromae qui a eu le Covid. Dis-le. Pas où t'es. Bah dis-le. Vous êtes vraiment des abrutis. C'est la photo. Là, les trois, là, je peux plus. C'est deux, moi j'ai rien fait. Moi j'aime bien, je veux me présenter moi. Ah oui. Il est très beau gosse. C'est un mélange entre on dirait Souchon et Stromae un peu. Hein, un mélange entre les deux. Vous dirais Vous le dites, Stromae. Et après, c'est nous qui foutons le bordel, hein, t'as vu? C'est bon. Oh. Bah, c'est pas nous qui foutons le bordel. C'est bon, eux, ils sont marrants, moi. Merci. Non, mais franchement, non, j'adore. Non, sans rire, lui, il est hyper beau. Parce que vous voyez pas, il a des yeux verts de ouf et tout. Non, sans rire. Moi, je vous le dis. Non. Vous êtes grave relou, il est grave beau gosse, je peux vous dire. Non, mais sans rire, tu le vois en vrai, je peux te dire que c'est une bombe atomique. Non, mais je te le dis, je rigole pas. Là, c'est pas du tout une vanne. Il a des yeux verts de ouf et tout, c'est un pleb. On dirait Marc Lavoine un peu. C'est un bon, on dirait Marc Lavoine, exactement. On dirait Marc qui mange de l'avoine. C'est un flocon d'avoine. Non, sans rien, il est hyper beau gosse, en vrai. On n'a pas les photos de ceux qui ont été recalés. Alors, il y en a un qui fait partie des favoris, c'est Mister Corse, regardez. Très beau, ça passe. très ténébreux. Ah, attention, Mister Côte d'Azur, regardez. Beau gosse. Beau gosse. Côte d'Azur, c'est toujours très fort. Ouais, c'est vrai. Mister Franche-Comté, regarde, lui, très fort aussi.
Ah ouais. C'est l'amour est dans le pré, là. C'est l'amour est dans le pré, non? On dirait un candidat de l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Mais il a l'air sympa. Moi, je dis rien. Vous êtes là, je crois que vous étiez parti. Non, il est hyper beau gosse. Mais les mecs, mais vous connaissez pas les beaux gosses, sans rigoler. Daniel, il est pleb de ouf, lui. Puis c'est la photo. Le ne pas mais non, mais il est hyper beau. Arrêtez avec la photo, il est hyper beau gosse. Je peux te dire que s'il vient sur le plateau lundi, vous allez voir. Ah oui. C'est un playboy, non. Il ramène de la mortadelle. Mister Guadeloupe. Non. Très beau. Ah, beau. Très beau. Très beau, Mister Guadeloupe. Mister Guyane, très beau. Ah, c'est un de mes favoris. Ah, oui. Très beau, Mister Guyane. Et Mister Île-de-France, très beau également. Bah, Ah oui. Non, mais attends, j'en ai d'autres. Ah. Mister Languedoc, un des favoris également, regardez. Je vais voter pour lui. Il se la raconte un peu. Pas du tout, il se la raconte pas du tout, c'est la pause. Ah, la pause. Bah oui, non, il est beau gosse, Mister Languedoc, il y a un truc. Un truc de verre. Mister Lorraine, regardez. Voilà. Oh là là. Ouais. Ah non. Et il aurait déclaré, il veut pas qu'on le prenne pour une quiche. C'est raté. Il n'y a pas beaucoup de... Mais si, non, il est magnifique. Il est magnifique. Trop de sourcils. Pas du tout, mais pas du tout. Je vais vous raconter, c'est grave la mode. Ah oui. C'est grave la mode. Vous connaissez rien. Mister Martinique, magnifique. Regardez. Ah, il est beau gosse. Mister Midi Toulousain. Très beau. Ah, oh là là, putain. Mister Monaco. Ah non, Midi Toulousain, il est pas mal. Il est mignon. Mon préféré du jeu. Monaco. Voilà. Monaco, très On beau. dirait un videur. Il sort de la salle, là. C'est très beau, il sort de la salle, là. Ouais. Là, il y a 2 minutes, il était à 120 kilos à l'épaule jetée, là. Mister Nord-Pas-de-Calais, regardez comme il est beau. C'est un montage. Parce que... C'est un montage. Non, mais vous êtes des ouf. Non, mais les mecs, ils sont magnifiques. C'est moi ou... La tête va pas avec le corps. Mais pas du tout. Il est hyper beau gosse. C'est un montage. Non, mais c'est pas la tête et le corps qui vont Mais non, ensemble. parce que... C'est un montage. Ça va mettre combien? Non, les mecs, non mais il est hyper beau gosse. Non mais les mecs, les meufs qui se moquent là, vous avez pécho des plus beaux gosses que eux? Non. Ah voilà. On dirait Monsieur Patate, c'est pas la bonne tête. Non mais je vous le dis, il est très beau gosse lui. On dirait Willy Revelli en beau. Il est très beau, Willy est très beau. Mais en vrai, ils sont toujours plus beaux, c'est vrai. Bien sûr. Alors regardez, lui un look de fou, Mister Normandie. Ah oui, voilà. Très bien, ouais. Regardez. Ah ouais, là. Lui je le sens bien lui. Ouais, moi aussi, ouais. Moi, je l'aime bien. Jérémy, il se prénomme. Ouais. Mister Nouvelle-Calédonie, regardez. Ouais, pas mal. Ouais. Mister Pays Basque, pour moi c'est le plus beau gosse. Officiellement, oui. Voilà, Mister Pays Basque, très beau. Il y a Mister Pays de la Loire. Ah, ça c'est très bien. beau. C'est mon choix. Regardez le sourire. Mister Picardie, regardez. C'est vrai. Les tenues sont folles. Non, ah oui. Ouais, pas mal. Oui. Il était à la salle avec Mister Provence. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il y a un truc. Mister Réunion, regardez. Bah, c'est pareil. C'était un mien. Mister Rhône-Alpes. Ah, pas mal. Il y en a beaucoup, hein. Ah, il y a beaucoup de mecs, ouais. Il est pas mal. Mister Roussillon, pas mal. Pas mal, Mister Roussillon. Pas mal. Pas mal. Il y a Mister Tahiti. Voilà. Oh, il est tout jeune. Et enfin, le favori, apparemment, ce serait Mister Méditerranée. Regardez. Ah oui. Ah oui. C'est pas. Oui. C'est le favori. Favori pourquoi? Favori pourquoi? Oui, c'est le favori. Oui, c'est le favori. Il est tout en long. Bah oui, bah alors. Mais il est magnifique. Non, mais il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Ils ont tous un peu le bouc et le truc, c'est marrant. Alors, ah oui, bah ça revient. Le pape, Les bouc. coiffures. Ça revient très fort. Ouais, ça revient. C'est le dress code, le nœud pape avec le bouc. Ah non, il y en a qui sont travaillés. mais Polska, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, non mais alors là, je suis scandalisée de comment vous rigolez. Hein. Là, c'est vraiment les 3 sardines qui se foutent de la gueule des dauphins. Hein. Bravo, elle a raison, bravo. C'est inadmissible, je suis Oui, non, d'accord. mais je les trouve mais pas ils sont très beaux. particulièrement beaux. Si, ils sont mais beaux gosses, pas arrête. la gueule comme ça. Ah non, ils sont beaux gosses. Ouais, franchement, fout tout pas le de temps, leur gueule, on ils rigole. se foutent de la Ils gueule sont des beaux gens. gosses, arrêtez. Non, Non mais Guillaume, franchement, regarde. Mais alors, je suis pas Mister France, moi. Excusez-moi, les Miss France, elles sont magnifiques, ils sont éclatés au sol. Arrêtez. Non, tu sors dégueu, ça. Tu sors, rien à foutre. Non, tu sors. Rien à foutre. Non, c'est bon, prends tes affaires. Non. Pas du tout éclaté au sol. Elle est
on dit ça aussi quand Non, mais ils sont hyper beaux gosses, c'est fou quoi. Le Stromae chez Tému, il est beau gosse. Bah bien sûr. Arrêtez fou quoi, il a les yeux verts et tout. Mais t'es un malade toi, il a dit n'importe quoi. Il a les yeux verts, il est magnifique. C'est Mister France, c'est pas. Mais ouais, c'est pas Mister France toi. Eh oh toi, vas-y. Non mais c'est le Roquefort qui au camembert tu pues. Il y a un travail à faire sur les photos, c'est tout. Non, mais non. J'étais dans le jury moi l'année dernière de Mister France 2020. Je vous jure, regardez. Je vous jure qu'ils sont plus beaux en vrai. Ils sont magnifiques, bah oui, ils sont magnifiques. Non mais moi, il fallait pas la mettre de chez nous. C'est bon, ils sont magnifiques, arrêtez les mecs. Franchement, non mais l'autre qui se moque, non mais franchement. Non mais 2 sardines et la baleine échouée là-bas. Non mais ouais. Mais c'est insupportable. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est honteux. Non mais c'est bon. Mais dites la vérité. Regardez-lui comme il est beau là. Ils sont. Non. Merci. Si on dit la vérité, Polska, tu fais pas une seule soirée avec un qu'on a vu. Pas une seule. J'ai pas dit que c'était sûrement beau, mais alors c'est c'est le concept. C'est le concept de Miss Femme. C'est le concept. Ah oui. À un moment, j'ai cru qu'elle allait avoir la photo de Gilles Verdez. Non. Franchement, moi je trouve franchement qu'elle a beaucoup. Il y en a qui C'est un très bon coup. C'est un très bon coup. Il y a eu pire. mieux que l'année dernière. Franchement, vous voulez qu'on en remette 2-3 pour vraiment revoir? Les favoris. Non, sans rigoler. Non, franchement, quoi? Ça pour picorer. Le Normand. Pour picorer, il a dit ce con. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Franchement, quoi? T'en as encore 2-3? Bah non, je les ai tous mis. Vous voulez que je remette qui? Bah bien de l'année Le dernière. Normand. Allez, on va remettre les favoris. Mister Nord-Pas-de-Calais. Non, pas les favoris. Si, on met les favoris. On met les favoris. Mister Nord-Pas-de-Calais. Normand. Qui décide des favoris? C'est les favoris. C'est pas un favori. Chez les bookmakers. Il y a Mister Champagne-Ardenne. Les gars que tu regardes par le Judas d'une porte, un peu comme ça, ça fait une tête comme ça. C'est vrai qu'on regarde par le Judas. Non, mais elle a tellement raison. C'est les sardines qui se moquent des. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est les sardines qui se moquent des. Bien sûr. Moi, lui, c'est mon favori. Moi aussi. C'était mon favori. Ah ouais, je vous le dis. Je le sens bien. Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Et un autre favori, je crois qu'il y a Mister Lorraine également. Ah oui, Lorraine. Moi j'avais dit Languedoc. Lorraine également, qui fait partie des favoris. Ouais, Midi Toulousain. J'aime. Voilà. On a le trio gagnant. Merci, là on a le trio gagnant. Parce qu'on est très bien placé là-dessus, merci. Après, comme d'habitude, les photos, c'est toujours construit des garçons et des filles. Même des filles. Même vous, vous êtes beaucoup mieux en vrai qu'à la télé. Non mais je vous jure que c'est vrai, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Non mais nous, Polska, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Je veux dire, nous, on est vieux, on est moche, on s'en fout, c'est pas ça l'enjeu. Ah oui. Donc voilà. C'est pas ça. Non mais c'est bon. Gentil. Merci, vous voyez bien que vous avez rien. On sait qu'on est moche. C'est le Roquefort qui dit au camembert. Ah oui, on le sait. Vous avez dit quoi, vous? C'est la sardine qui dit quoi? Dauphin. Ouais, des dauphins. La sardine. Donc 2 sardines, la baleine et Elle en le thon. calcule aucun. Elle en calcule aucun. De tous ceux qu'on a vus, elle en calcule. Bravo. Allez, on va se retrouver dans un instant. Non mais c'est bon, il y a plein de choses. Ah, je vais vous parler de Jacques Mus, la marque. Oui. Alors, et on va tout vous dire sur cette affaire parce que ça a fait un buzz de fou aujourd'hui. On a toutes les infos. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h23. On est en direct. Et ça touche pas à moi. Merci. Lundi, reste avec nous vraiment. Lundi, on aura le vainqueur de Mister France. Vraiment, c'est pas du tout une vanne. Et il sera avec nous, donc on a hâte de l'accueillir, bien entendu, sur notre plateau. On parle. Alors, je vais vous dire, on va revoir les 5 images du jour. On s'en fout un peu. Logo Fondation, on reviendra dessus. On va passer tout de suite à la première image du jour. Sur les réseaux sociaux, on est tombé sur une vidéo qui est en train d'être relayée partout. Et on va vous expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de buzz, et on va vous expliquer la vraie histoire. Il s'agit d'un sac à main d'une marque aux couleurs de la Palestine. Alors ça fait énormément réagir, avec bien avant des appels au boycott de la marque, sur la marque. Regardez, et on vous donne toutes les infos après, parce qu'il y a eu énormément de conneries qui ont été dites sur cette affaire. Regardez. Free Gaza, free Palestine. Somebody gotta deal with these war crimes. Jacques Mus, voilà. Alors, quand on a vu l'info, on a évidemment essayé d'en savoir plus. On a appelé la direction du magasin et voici ce qu'on a eu comme info. Sur la vidéo publiée par l'influenceuse Lina Hadid, il est très clair qu'il ne s'agit pas du magasin qui a été cité, Gilles Verdez. Oui, absolument. Le stand de la marque a confirmé n'avoir jamais commercialisé, exposé ce sac à main. Ils ont directement fait remonter l'info à la direction de la marque et pensent que c'est une personne qui a fait customiser elle-même le sac. Absolument, parce qu'en fait, ce sont les équipes qui ont alerté sur tout ça. Qui ont alerté notamment la marque dont vous parlez. Et donc, le verdict, c'est que c'est une avocate américaine, pro-palestinienne, qui a fait customiser le sac. Elle arrive avec son sac.
elle le pose sur le stand, le temps de faire la vidéo, et elle a déjà fait ça avec 2 autres marques célèbres. Donc elle fait ça pour faire le buzz. La marque en question n'y est pour rien. Et la marque aujourd'hui est accusée d'être pro-palestinienne, alors que la marque ne fait absolument pas de politique. Voilà. Donc c'est monté de toutes pièces par une influenceuse pour faire le buzz. Et voilà, parce qu'on a encore lu tout et n'importe quoi, bien entendu, sur les réseaux. Donc voilà, on voulait remettre les choses au clair. On est formel, la marque n'y est pour rien. On va quand même faire l'abbé Pierre. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, la Fondation est dans la tourmente suite aux accusations de violences sexuelles contre l'abbé Pierre. Beaucoup se demandent encore s'il faut retirer son nom de tout ce qui est possible. Et aujourd'hui, on apprend que la Fondation Emmaüs a pris la décision de retirer son nom de son logo. Tarek Daher, directeur général d'Emmaüs, a dit qu'il fallait le retirer. C'est ça ? Oui, ils ont voté, tout simplement. Ils ont fait voter. Il y avait les représentants. C'est bien d'avoir fait voter. Très bien, de 300 structures. Et ils ont voté à une écrasante majorité. Je crois que c'est 91% pour effacer le nom qui était déjà, je dirais, timide, mais il est effacé du logo. Ils disent que l'abbé Pierre appartient à l'histoire, mais que c'est impossible d'honorer publiquement son image. Donc voilà, on le voit derrière vous. Fondateur abbé Pierre sera désormais gommé du nouveau logo d'Emmaüs. Merci Gilles. Allez, merci Fabrice Divisio de nous avoir rejoints. Merci Fabrizio. Si c'est possible, allez. Vous avez dû le voir, en ce moment, il y a une épidémie de grippe assez sévère. C'est un truc de fou. La grippe, alors aujourd'hui, non mais elle fait mal. Ouais. Elle fait très très mal. C'est un truc de fou. Et Yannick Neuder, le nouveau ministre de la Santé, je ne savais même pas qui c'était, moi. Je vous jure que je ne savais même pas qui était le ministre de la Santé. Yannick Neuder, je croyais que c'était un concessionnaire, moi, à la base. Il était invité sur le plateau de BFM TV pour en parler. Et selon lui, l'épidémie est si dure à cause, elle est dure à cause des Français non vaccinés. Oui. Voilà pourquoi l'épidémie est si dure. Yannick Neuder, c'est Yannick Neuder qui nous dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Faut-il rendre la vaccination obligatoire ? On va regarder ce qu'il a dit. Yannick Neuder, qui est apparemment le ministre de la Santé. Je ne connaissais pas. Se poser un certain nombre de questions, notamment les plus vulnérables, puisque 80% malheureusement des patients qui sont en réanimation pour l'épisode de grippe sont des patients non vaccinés. Donc j'ai mandaté la Haute Autorité de Santé pour me rendre un rapport très circonstancié sur comment envisager la vaccination en 2026 en 2025 pour la grippe. Quoi ? Moi, je suis contre cette vaccination obligatoire. Il faut inciter, il faut parler, il faut qu'il y ait un débat, mais obligatoire, ça ne marchera pas. Ça va rappeler aux gens une période récente, mais sombre dans leur esprit. Ils vont se dire, oh là là, c'est obligatoire, qu'est-ce qu'on veut nous faire encore ? Il ne faut pas obliger, il faut éduquer, inciter, parler. Voilà ce qu'il faut faire. Donc je dis non, pas d'obligation. Oui. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire culpabiliser les Français qui payent des impôts, qui payent la sécurité sociale et qui n'ont pas assez dans le cadre de l'hôpital de services en face ? On a fait la même chose pendant le Covid, c'était la faute des non-vaccinés. La vérité, c'est que la grippe, je ne suis pas médecin, mais à ce qui paraît, c'est une maladie qui touche les gens les plus faibles, que le vaccin est moins efficace apparemment cette année que les années précédentes. Donc quand est-ce qu'on va arrêter de faire culpabiliser les Français là-dessus, qu'on les laisse tranquilles et qu'on mette des moyens à l'hôpital ? C'est ça le problème, c'est pas le vaccin. Ouais, c'est sûr. Oui, alors, tiens, madame. Oui, bonsoir, alors... vous partez en séance du V là, directement Moi, ça m'a toujours fait peur de mettre des corps étrangers dans mon corps, donc moi je... Ah oui. Première nouvelle, ça. Je ne peux pas venir. À part le plastique... Écoute, on aura au moins appris un truc. Du coup, moi, j'ai peur... À part le plastique, évidemment. Ah. Mais du coup, moi, j'ai peur, donc je n'ai pas envie que ça soit obligatoire pour les gens. Que pour les gens qui veulent. Voilà. Du coup, c'est plus obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, bah oui, du coup, c'est pas obligatoire. Vous avez fait rire Fabrice Divisio. Oh. Ça vous fait plaisir ? Trop. Ah, moi, j'ai envie d'entendre Géraldine Maillet. Ah. Vous voulez pas Thomas Guénolé, plutôt ? Oh, franchement, vous allez faire un duo tous les deux. duo de seringue. Seul pour le coup. Allez. Moi, je continue à dire qu'on doit tout à la science, on doit tout à la recherche, on doit tout au vaccin, à tous les vaccins. Il faut rappeler que quand même, si on est venu à bout de la coqueluche, du tétanos, de la poliomyélite, de la diphtérie, de la rougeole, de la rubéole, des oreillons, de l'hépatite B, et j'en passe, c'est grâce à la vaccination. Donc on a beaucoup de chances de pouvoir être vacciné. Et dans le cas de la grippe, je pense que ce serait très bien de rendre obligatoire la vaccination pour les plus de 65 ans. Ah ben. Les gens les plus âgés, les plus fragiles, ceux qui sont le plus peut-être en réanimation. Non, mais dans ce cas-là, alors je vous dis la vérité. Le problème, c'est que là, ça touche tout le monde la grippe. Et je vous le dis, les plus de 65 ans, à force de se faire vacciner, elles vont avoir des fesses,
ça va être un tamis de couscous. Daniel Moreau et Isabelle Morini-Bosque. J'imagine que si, par exemple, Polska a la grippe, elle sera peut-être moins fragilisée, elle risquera moins que quelqu'un qui a 75 ans, qui est ou immunodéprimé, ou faible, ou qui a une comorbidité, ou j'en sais rien. Donc moi, je trouve que c'est le bon sens. Moi, à titre personnel, voilà, toute ma famille qui a plus de 65 ans est vaccinée contre la grippe. Fabrice. Alors, sinon quoi? Sinon quoi bah, vous le faites vacciner, s'il veut pas, il se passe quoi? Bah, si c'est obligatoire. Bah oui, mais s'il veut pas. Bah, s'il veut pas, il va se faire quand même vacciner. Puisque c'est obligatoire. Oui, mais alors, d'accord, mais s'il veut toujours pas. Police vient le chercher. Imaginons le rebelle qui veuille toujours pas céder à vos injonctions. Lorenzo Lamas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que quand vous mettez une obligation, il faut la sortir. Personne à la ref. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Donc vous me parlez d'obligation, sinon quoi? Alors je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre votre médecin généraliste, par exemple. Par exemple, je suis pour que les médecins généralistes aient des vaccins chez eux, dans leur cabinet. Ils le demandent depuis des mois et des années, et ça n'est pas fait. Donc c'est une sorte d'incitation, un dialogue et tout ça. Je vais reposer ma question, histoire de la formuler plus clairement. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale pour les plus de 65 ans. Si les plus de 65 ans ne se font pas vacciner, que se passe-t-il? Eh ben, on les vaccine pas. Ah, donc en fait, vous n'êtes pas pour l'obligation. Donc une obligation non assortie de sanctions. Ne vous inquiétez pas. Cette obligation-là, elle me va très bien. Alors moi, je suis pour une sanction. Ah, d'accord. On s'en fout, on vous a rien demandé. Non, mais ne soyez pas paniqués. Moi, je pense que c'est du bon sens à partir du moment où on a plus de 65 ans. Alors vous savez, c'est une chance de pouvoir. Le bon sens. Le bon sens près de chez vous. Faire attention au bon sens. Par exemple, le bon sens commande de dire que le ministre ne donne pas les bons chiffres. Santé publique France, 14. 71%. Et lui, il a le droit. C'est bon, laissez-le parler là. Non. Santé publique France, on a les chiffres précis. Merci. 14% sont vaccinés, 52% ne sont pas vaccinés et 35% on ne sait pas et ça n'est pas renseigné. C'est clair. Je veux dire, voilà, fin de l'histoire. On ne sait pas. Deuxième élément, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est pourquoi il y a plus de cas de grippe cette année alors qu'il y a plus de personnes vaccinées par rapport à l'année dernière. Je ne comprends pas. On vaccine plus et il y a plus de cas. Ah, c'est pas incompatible. Non, effectivement, c'est un peu comme l'Europe. Plus l'Europe, il faut plus d'Europe pour que ça marche. Là, il faut plus de vaccins pour que ça marche. Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Comment ça, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Non, bah là, qu'est-ce qui est pas vrai? Non, il ment pas. Alors, je vais abriter vidéo, j'ai jamais vu mentir. En novembre 2024, la couverture vaccinale grippe chez l'ensemble des personnes ciblées par la vaccination était de 35,2%. Nous sommes en novembre 2024. Alors que la saison précédente, elle était de 38%. Alors, vous savez d'où je tire les chiffres? Du syndicat national des pharmaciens. Non. Donc si effectivement si vous accusez le syndicat national des pharmaciens de mentir, voyez ça avec lui. Ah ouais, là, quand on parle du syndicat des pharmaciens, à un moment. C'est-à-dire que vous avez le syndicat des pharmaciens qui vous dit on a vacciné plus de monde que l'année dernière. Voilà. Bon, maintenant, si. Mais il y a Géraldine Maillet qui va dire le contraire. Avec le fait que le fait est que je réponds à la question. Il répond à la seule question sur les chiffres. Oui, ça peut être ça. Ce que je vous dis juste par ailleurs, c'est qu'une étude italienne assez intéressante pour le coup a montré quelque chose, c'est qu'au fond, votre vaccination, elle ne sert pas à grand-chose. Finalement. Là où vous avez quand même en partie raison, c'est qu'il faut se concentrer sur les personnes à risque. Mais pour toutes les autres, finalement, ça ne sert à rien. On a étudié ça depuis les données londoniennes depuis une dizaine d'années, et effectivement, sans donner les chiffres précis, on sait que l'effet de la vaccination peut être bénéfique pour les personnes à risque avec certaines maladies chroniques, tandis que il peut m'être délétère pour les autres. C'est lui, ça aussi, il a dit. C'est une grande étude italienne, là. Alors, il faut rajouter aussi le personnel médical qui est au contact avec les personnes à risque. Mais alors, la vaccination, non, vous arrêtez avec ça. La vaccination contre la grippe n'empêche pas la transmission de la grippe. Elle l'a réduit, vous êtes d'accord? Si, c'est quand même... Non, on va pas recommencer comme au temps du Covid. Bien sûr, je vous ai pas dit qu'elle l'empêche, je vous dis qu'elle a réduit. Le fait est que l'élément fondamental de cette histoire qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, quand un homme est impuissant, il accuse sa femme. Quand un État est impuissant, il accuse les patients. Si vous voulez, mais le vaccin ralentit la prolifération. C'est incroyable. C'est de qui ça? C'est de qui ça? Rocco Siffredi. C'est de toi? Ouais. Franchement, il nous en met plein les miracles. Attends, il y a Patrick là, qui veut te parler là. Patrick. Ah non, moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Vous avez écouté, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a un élément, il faut arrêter, s'il vous plaît, de croire à la baguette magique d'Harry Potter. Il faut arrêter de croire à la lampe d'Aladin. Je vous l'ai dit pendant le Covid. Le vaccin, c'est une mesure parmi d'autres. Elle n'est
C'est un outil. Et les outils, ça s'utilise à bon escient et de la bonne façon. Là, ce que fait le ministre de la Santé, c'est qu'il cache le fait qu'on est plus foutu dans ce pays de soigner des gens en réanimation. Vous savez pourquoi les lits de réanimation sont saturés? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi les réanimations sont saturées? Parce qu'il n'y en a plus de lits de réanimation. Que la vérité, c'est qu'on les a fermés, et y compris pendant le Covid. Attendez, il y a un problème de logique là. Enfin, je crois. Je crois. C'est-à-dire qu'il est plus rationnel de vacciner les personnes à risque que d'attendre. Mais enfin, en termes de priorité. Vous n'avez absolument... focaliser sur le fait qu'ils soient arrivés en réa. Je vais essayer de vous donner un cours de santé publique parce que manifestement ça vous échappe. Vous n'avez pas dû suivre les émissions sur le Covid. Pendant le Covid, vous auriez peut-être dû sur les émissions. Les meilleures émissions de santé publique, elles étaient ici. Pendant le Covid. Si vous voulez, mais... Donc, je vais vous expliquer la logique. Il aurait dû regarder. La logique, je vais vous donner la logique. La logique, c'est quand il y a des malades, il faut les soigner. Oui, mais on peut éviter qu'ils soient malades. Attendez, vous distinguez, vous confondez la médecine avec la santé publique. En santé publique, venir dire que vacciner des patients, ça suffit, ce n'est pas vrai. Encore des patients quand ils sont vaccinés. Vacciner des gens, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai, ça ne suffit pas, et le Covid l'aura montré puissamment. Non, c'est pas vrai. Alors, Géraldine Maillet, non, mais on veut Géraldine Maillet. Maître Divisio, vous dites qu'on manque de lits, qu'on manque de bras, qu'on manque de moyens, qu'on manque de tout ça. Une raison de plus pour se vacciner contre la grippe. Est-ce que vous vous rendez compte de la logique que vous décrivez? On va saturer le truc. Attendez, stop. Le problème, ce que vous comprenez pas, c'est qu'en fait, les lits seront toujours saturés. Depuis 1998, ils sont saturés. Chaque année, ils sont saturés. Non mais attendez, donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi un autre élément, c'est que les pays majoritairement vaccinés ou minoritairement vaccinés accusent les mêmes chiffres en général. Vous regardez effectivement l'Europe de l'Est qui est minoritairement vaccinée par rapport à l'Europe de l'Ouest et vous allez vous retrouver avec des courbes identiques. Pourquoi? Parce que le vaccin est une protection, certes, mais elle est une protection à minima. Et en fait, aujourd'hui, c'est un alibi. Ce que vous avez là, c'est un alibi. Mais pourquoi il y a plus de gens pas vaccinés en réa que vaccinés? Je veux dire, je continue de... Je vous redonne mes chiffres. Je vous redonne mes chiffres. Je vous redonne mes chiffres. Ils viennent d'où vos chiffres là? Je vous redonne les chiffres que vous avez de Santé publique France. Je suis désolé, ce que vous dites n'est pas vrai. Les chiffres de Santé publique France, 14% sont vaccinés. 14% sont vaccinés, 52% ne sont pas vaccinés et 35% on ne sait pas. On ne sait pas. De réanimation. Je vous parle exactement de ça. Je vous parle de ces chiffres-là. Je vous dis ça. La semaine dernière. Alors comment ça fait qu'elle a des mauvais chiffres, elle? Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, moi. Peut-être que vos chiffres sont anciens ou de l'année dernière. Vous voulez le tableau? Mais vous l'offre le tableau? Non. Après, vous allez faire un bouquin, il faut aussi vous ouvrir le tableau. Hein. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, les données, ça se lit. Moi, je n'y peux absolument rien. Justement, si le service de réanimation est saturé en gens qui ne sont pas vaccinés, vous comprenez l'utilité de vacciner des gens. Il n'est pas saturé en personnes qui ne sont pas vaccinées. Je me tue à vous dire. Premier élément. Deuxième élément, vos personnes en réanimation sont des gens avec des comorbidités sur lesquelles, de toute façon, la vaccination n'aurait eu qu'un effet modeste. Et vous ne réglez pas les problèmes d'épidémie autrement que par des lits. Le système de santé. Alors, dans ces cas-là, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que finalement on se fait chier à avoir des médecins? On a qu'à plus avoir médecins. Alors ça, c'est un stratagème de Schopenhauer. Non, il n'y a pas de caricaturer la position adverse pour la démonter. Je vous pose une question. Finalement, vous situez à combien le nombre de médecins nécessaires et le nombre de lits nécessaires? C'est dans l'autre sens. Non, c'est pas dans l'autre sens. La vaccination est nécessaire pour les personnes à risque, pour leurs proches et pour le personnel soignant. La grippe s'attaque absolument à tout le monde. Les personnes à risque d'en crever. Les personnes à risque d'en crever. Qui l'a rebranché là? Je veux dire, on n'a pas arrêté depuis 30 ans, on n'a pas arrêté depuis 30 ans de tirer la sonnette d'alarme sur l'hôpital. L'hôpital, regardez, alors je vais vous poser une question. En août, maintenant, aux urgences, on ne peut plus y aller dans beaucoup d'hôpitaux, il faut passer par le 15. Il faut se vacciner contre quoi dans ces cas-là? Ah non, il faut contre la T2A. Il faut se vacciner contre quoi? La T2A. Non mais attendez, il y a un moment donné où on n'a plus d'infirmières. Les lits ont continué à être fermés. On forme plus de médecins. Et vous m'expliquez que pour pas dire... Attendez, je termine, bordel. Oui, mais il termine un truc. Vous êtes là pendant 2 heures, pas pendant 20 minutes. Vous m'expliquez que la solution
à tout ça là, c'est de vacciner les gens. C'est pas ce que j'ai dit, vous refaites un homme de paille. Non, mais je veux dire, c'est exactement ce que vous dites. Vous dites effectivement à un moment donné que la vaccination, vous comprenez, si vous voulez éviter, si vous voulez, alors, et voilà, c'est plus facile. Si vous voulez. D'abord, vous me parlez de combien de lits de réanimation. Il y a combien de lits de réanimation en France? Rien de ce qu'il dit. Le problème, c'est que si vous ne dimensionnez pas les lits de réanimation par rapport à la population, la moindre épidémie qui passe va vous les saturer, vos lits. Parce que la logique... On est d'accord. Non, on n'est pas d'accord, manifestement. Encore une fois, là-dessus, on est d'accord. Mais ça reste rationnel que d'éviter qu'il soit malade au départ. Et ça, vous le faites avec la vaccination. Nous sommes d'accord à une réserve. C'est que la vaccination relève d'un choix individuel, premier élément. Si, ça relève d'un choix individuel, premier élément. Et c'est une mesure. Je vous répète que c'est une mesure qui se conjugue avec d'autres mesures de santé publique. Là, ce que vous faites, c'est une vaccination baguette magique. Vous avez fait la même chose pendant le Covid et vous vous êtes lamentablement trompé. Ça fait 3 hommes de paille en 10 minutes. Ça n'a rien à voir. Vous confondez tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va regarder ce qu'en pensent les téléspectateurs. C'est n'importe quoi. Voilà, oui à 10%, voilà, non à 89%. Une fois de plus, Fabrice Divisio, les gens vous écoutent, les gens vous entendent et les gens vous écoutent. Bravo, Fabrice Divisio. Géraldine Maillet, occupez-vous de Mister France. Allez, à tout de suite sur C8, on a des infos, vous allez voir ça. Justement, chez Miss France, il y a du rififi, à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h47, on est en direct et c'est Touche pas à Mom. Touche pas à Mom Post, merci Fabien Lecoeuvre, merci d'être avec nous, Big Glaoui. Bonsoir Cyril. Oh, quelle somme belle c'est Glaoui, oh oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que vous avez eu un accident de Glaoui. Un accident au niveau weed, et là, parce que j'ai pris une. Vous savez, c'est. Comment t'appelles ça? Une bite. Ouais, c'est une bite en fer. Vous savez Mais là, non, les bites BI de TE. Oui, là, c'est ça en fer. Hein, qui bordent les trottoirs à Paris. Quoi, vous l'avez prise, mais là, la bite, elle est comme ça, vous l'avez prise dans le front. Non, je l'ai prise là. Une bite, c'est comme ça, donc à mon avis. C'était une demi. Ah, une demi-bite, d'accord, très bien. C'est le trottoir. Mais ça fait mal quand on fait pas gaffe. Bah oui, je sais, bah oui, on connaît, c'est sûr. Merci en tout cas. Ça arrive, hein. Oui. Ça arrive. Alors, sinon ça va donc je suis en pleine forme. Les Glaoui n'ont pas été touchés. C'est passé à ça. Hein. Ah ouais, monsieur. Ah parce que là, sinon il y aurait eu des. Non mais c'est vrai. À mon avis, on aurait vu, ça aurait été signalé. C'est comme un volcan. Ça double quand on. Bah, merci, calmez-vous. Slimane, donc viré des enfoirés. Oui. Alors, son absence des Restos du Cœur en 2025, la version de Patrice Douret. Patrice Douret, c'est le président des Restos du Cœur. Oui. Alors lui, il dit tout simplement, il a fait une déclaration à Ciné Télé Revue à Montpellier, il était interviewé par un journaliste. Il a dit, rien à voir avec les affaires judiciaires du chanteur. Entre la fin de sa tournée terminée à Bercy et le début de la tournée internationale qu'il commence en février et les répétitions en ce moment, rien à voir. Les plannings ne correspondaient absolument pas pour qu'il puisse participer au Resto du Cœur cette année à Montpellier. Ça, c'est la version du président des Restos du Cœur. Non, mais on adore le président des Restos du Cœur. Évidemment. C'est sa version officielle. Mais les mecs, la version officielle, c'est nous qui l'avons donnée. Les mecs, on la connaît, la version officielle, Gilles Verdun. Absolument. Oui, vous l'avez donnée, donc vous avez forcément raison. C'est-à-dire qu'en fait, ça présentait trop de risques, il a été écarté. Mais c'est vrai que le patron des Restos du Cœur et certaines personnes disent que ces répétitions de sa tournée internationale qui commence le 23 à Berlin... C'est du mytho, arrêtez. D'accord, très bien. Allez, c'est bon, Guillaume. C'est du mytho, évidemment, et je trouve il devrait avoir le courage de le dire déjà. Et ensuite, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Et ils sont bien contents de prendre l'argent. Ils ont bien été contents de prendre l'argent pendant des années et de prendre de l'argent grâce à sa notoriété. Je trouve ça dégueulasse de lui tomber dessus comme ça, franchement. Et qu'ils aient le courage de le dire. Danny Boone et Laurent Sarné séparés. Allez, clap de fin pour eux. Après 6 ans, après... Il y a de l'amour là-dedans. Calme-toi quand même. Mais l'autre, il arrive, clap de fin pour eux, terminé. Et oui, la comédienne et réalisatrice a officialisé cette semaine dans le JDD, justement. Non, c'était à la tribune du dimanche. Ah bon? Vous êtes sûr? Bah, si vous le dites. Ça reste alors, en fait, ils s'étaient rencontrés sur le tournage du film Radin, vous vous souvenez, en 2015. Je sais, avec Raymond Abou. Ils ont commencé... Un biopic. Incroyable. Alors, mais quand ils se sont rencontrés en 2015, ils ont commencé leur histoire qu'en 2018. Hein, et ils ont officialisé publiquement en 2021. Et là, ça y est, rupture. Et donc, voilà, c'est officiel. Alors la raison, voilà ce qu'elle a annoncé. Elle dit qu'elle n'était plus en phase avec ses passions. Ah ouais. Bon, alors voilà. Conneries. Bon, alors Danny Boone, il a 5 enfants et puis de 3 femmes différentes, évidemment. Et donc voilà. Pourquoi D'accord. évidemment? Très bien. Parce que c'est un classique dans nos métiers. Qu'est-ce qu'il a? Non, j'ai dit pourquoi évidemment.
C'est un classique. Merci. Vous êtes une belle équipe, tous les deux. Encore. Ah bah tiens, c'est un classique chez vous. Je sais que vous êtes fan de lui. Il pense même que vous êtes amoureux de lui. C'est Pascal Obispo. Ah bah oui, j'ai des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Parce qu'on parle beaucoup de lui en ce moment au Canada. Et c'est grâce à un entretien, une interview de David Marouani. Vous vous souvenez? Bien sûr, David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances, entre autres, Bella, etc. Bien sûr. Est-ce que tu viens pour les vacances, vous? Est-ce que tu pars à la Toussaint, vous avez fait? Alors, ce merveilleux compositeur a fait une interview. Et puis, il s'est exprimé. Il a dit, voilà, j'ai connu le succès de 16 à 19 ans. Avec 2 énormes tubes en France, et puis 3 millions de disques vendus, et puis il y a un truc qui nous a tué notre carrière, de duo avec David et Jonathan, donc c'est le sketch des nuls, quand ils ont fait « Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ?» Vous vous souvenez de ce sketch? Ça a été radical, ça a tué leur carrière parce qu'ils ont perdu leur image, etc. Tout le monde rigolait d'eux, enfin bref. Et après, il a galéré une bonne dizaine d'années. Mais il y a eu 2 sauveurs. Il cartonne, c'est un compositeur incroyable, David. Mais attention, il a écrit plein de tubes. Grâce à Pascal Céline Dion et tout. Ah mais grave, je vais vous le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 formidables rencontres dans sa vie. Ça a été Charlie Nestor, déjà. Charlie et Lulu, qui travaillait sur Ciel Montmardi. Mais de qui vous parlez, là? De David Marouani. Mais vous l'avez parlé de Pascal Obispo. Ça lui a permis de vivre pendant 4 ans. Mais la chance indiscutable de sa vie, celui qui lui a, avec générosité, qui lui a permis de réécrire pour les autres, Amel Bent, Céline Dion, Nolwenn Leroy, ça a été Pascal Obispo. Il a fait un atelier d'écriture et après, il lui a pris 18 chansons qu'il a placées chez des grands artistes. Il a remis en place la carrière de David Marouani. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Saint Pascal Obispo, là-bas au Canada, parce que ça fait partie de la générosité des artistes. Il a demandé de changer de nom. Merci. Bien sûr. Tom Cruise. En plus, il vous ressemble, Tom Cruise. C'est vrai. Vous ressemblez à la même taille, je crois. Vous avez la même taille que Tom Cruise? Ouais. Ah ouais, merde. J'y peux rien, on choisit pas. Non, mais alors, c'est vachement bien. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il a des airs de Tom Cruise. On dirait Tom Shoes. Ah non. Alors lui, il était au ski cette semaine. Tom Pouce. Tom Cruise. Tom Cruise, oui, non, Tom Cruise. Il était au ski à Squaw Valley, vous savez, aux États-Unis, où on skie là-bas, en Californie. Et il a expérimenté le gilet airbag. Quand on fait du ski, ça protège la colonne, que ce soit des cervicales jusqu'au coccyx. C'est bien ça. Et donc, il a eu un problème sur sa combinaison. Pourquoi? Vous savez, parce que c'est des combinaisons équipées d'airbag, vous mettez ça sous la combinaison de ski. Vous nous l'avez dit. Et puis il y a une cartouche de gaz que vous mettez pratiquement au niveau de... Il faut faire attention où la mettre, c'est pas un suppositoire. C'est du gaz, parce que l'airbag, ça se remplit de gaz. Et quand ça part, je peux te dire que... Eh bien justement, il a fait un geste et le gaz est parti. Quoi? Accident d'anus? Non, c'est un petit peu plus haut que l'anus quand même, je pense. Mais enfin au niveau du premier quart de raie, quoi. Vous voyez? Quart de raie. Je vois là, le haut de l'arrêt, quoi. Le haut de l'arrêt. Et donc c'est parti, le gaz est parti. Ah ouais. Et donc ça l'a bloqué, ça tétanise. Quand tu te prends un gaz dans le cul, je veux dire que ça te tétanise. Une bonbonne de gaz. Donc la cartouche est partie. Et donc, écoutez, la cartouche est partie, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas entendu ça, David. Je vais aller au ski, moi, je crois. Elle va acheter la combinaison, elle. Ça s'attaque qu'au haut de l'arrêt. Dommage. Non, mais elle est partie très basse. Et puis vous êtes protégé quand même des fémurs et tout ça. C'est très bien fait d'ailleurs. Très bien, mais ça essayez. Eddie Mitchell. Oui, voilà. Alors, il vient de choisir son épitaphe, Eddie Mitchell. Oui, 83 ans. 83 ans au mois de juillet. Oui, il avait déjà acheté son caveau. Il avait acheté son caveau au petit cimetière marin de Saint-Tropez. Vous vous souvenez de ça? Ah, vous le faites bien. Faut bailler. Le vent. Alors, il a choisi son épitaphe. Alors son épitaphe, ce qu'on grave sur la pierre tombale. On n'est pas con comme des... J'explique. Alors il a regardé parce que Sinatra l'avait fait déjà. Il avait mis le meilleur est à venir. Ah ouais. Ah merde. Voilà. Après Armand, il avait mis enfin seul. C'est ça. Armand, c'est le sculpteur. Armand. Alors il a regardé un peu toutes les tombes. Il a mis enfin seul. Enfin seul. Vous allez mettre un truc, vous. Enfin un king size. Non, Groucho Marx, il avait dit, je vous avais bien dit que j'étais malade. Ah ouais, fort. Ah ouais. Voilà. Et lui, Mitchell, il a dit,
il a fait graver sur sa tombe, ne pas déranger. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Un bouton. Ne pas déranger, j'aime bien qu'on me foute la paix. Bon, je précise que Mitchell, le 14 février, on lui remet une victoire d'honneur, là, prochainement, pour l'ensemble de sa carrière. Il en est très fier. Merci. Pour victoire de la musique. Ah là là. Bon. David Beckham, il a un problème avec des dards. Non, pas des dards. Non, c'est-à-dire qu'il a une passion, c'est les abeilles. Il a des ruches. Bah oui. Chez lui. Et alors, c'est la passion commune qu'il a avec Charles III. Donc, il a rencontré Charles III. Charles III. Stries, si vous voulez. Bah oui. Et ils en ont parlé ils se sont rencontrés parce que lui, il est ambassadeur de l'UNESCO. Et ils se sont rencontrés, ils ont parlé abeilles. Et en fait, ils se sont échangés des reines. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous voulez des ruches, il faut d'abord avoir la reine. Parce que la reine, c'est la plus grosse, généralement. La reine, c'est la plus grosse. Oui, dans la ruche. Et elle fait cette fameuse danse frétillante. La reine, vous ne l'avez pas mise dans votre slip, vous, parce que... Alors, elle fait la danse frétillante. Alors, ils ont parlé danse avec Charles III, parce que cette danse frétillante, ce qui permet d'attirer les autres abeilles. Bien sûr, ouais. Elles font un 8. Je sais, c'est ce que fait Daniel Moreau. Le problème, c'est que Daniel Moreau, elle fait un 1280. Elle danse beaucoup comme ça. Alors les reines font des 8 en dansant et après elles tracent un axe dans l'axe du soleil. Excusez-moi, vous êtes venu pour nous parler abeilles là? Non mais vous êtes de gueule quoi. Et donc Charles III et Beckman, ils adorent parler. Non, Beckman. Beckman. Sans rigoler. Nardine Beckman, il a appelé. Nardine Beckman. Nardine Beckman. Si vous voulez. Alors, par contre, j'ai des nouvelles fraîches cette semaine de Catherine Deneuve. Non, oui, nouvelles fraîches de Catherine Deneuve. Elle n'a pas pris le dernier métro, elle? Non. Alors, elle déjeunait cette semaine avec Philippe Lançon, grand journaliste, vous savez, qu'il interviewait pour Vanity Fair. Ah ouais. Et puis, à côté, il y avait une jeune femme qui avait un chien dans un espèce de pull. On ne sait pas ce que c'est. Moi, on voyait que le nez, en fait. Donc, en fait, c'est sûr que c'était un chien. Un chien, donc un chien avec un nez. Donc. Ouais. Et ce chien, il n'arrêtait pas. Une truffe. Ce chien n'arrêtait pas d'aboyer. Et ça gênait Catherine Deneuve dans l'interview, évidemment, parce que lui enregistrait le journaliste. Et donc, elle est allée, cette jeune femme, voir Catherine, en disant, écoutez, excusez-moi, parce que mon chien est jeune, il a 3 mois, c'est la première fois qu'il sort au restaurant et tout ça. La jeune femme, c'était qui, à votre avis? Mylène Farmer. Non, c'est pas vrai. Elle lui a pas dit que... sans contrefaçon. J'en sais rien. Quoi, c'est pas vrai. Quoi, Mylène Farmer est allée voir Catherine Deneuve. Oui, elle lui a dit excusez-moi et tout ça. Il paraît que même le chien, il a pas comme ça. Non mais le chien d'Eddie Mitchell. Alors Catherine lui a dit, elle lui a donné un conseil, parce qu'elle a eu beaucoup de chiens, Catherine. Bon, Mylène, elle a perdu les deux, Yellow et Lilou. Ça y est, ils sont morts cette année. Donc elle a racheté un autre chien et elle lui a dit, enlevez-lui la laisse. Alors ils ont discuté laisse et chien au resto. Elle n'a pas voulu. Eddie Mitchell, il a un chat. Oui, allez-y alors, oui. Donc voilà, donc ils ont parlé chiens. Toutes les deux, mais Catherine n'avait pas reconnu Mylène Farmer. Elle n'avait pas reconnu Mylène Farmer. Elle n'avait pas reconnu. Non. Et d'un seul coup, elle dit, mais c'est pas la fille qui chante. Je suis libertine. Je suis libertine. Exactement. Elle lui a pas dit, je suis une catin au moins, parce que c'est non, ça aurait pu dégénérer. Elle n'a pas été. Je pose des questions. Je suis pas dans le restaurant, mais elle a dit, je suis libertine, je suis une catin. Elle a dit, Mitchell, merci, merci. Oui. Alors, tiens, on va parler immobilier. Oui, en ce moment. Oui, parce que Emmanuel Macron pense à l'avenir. Non, mais c'est Emmanuel et Brigitte Macron, selon Marianne. Brigitte Macron. Parce que le couple, en fait, envisagerait en tout cas. C'est Marianne qui a dévoilé ça. Exactement. Ouais. Avec une personnalité qui est proche justement du couple. Ils envisageraient de vendre la célèbre maison du Touquet. C'est une maison qui vient de la famille de Brigitte. Elle l'a héritée de ses parents, puisque c'était Jean Trogneux et Simone Pujol, les parents de Brigitte. C'est pour ça que la villa s'appelle Monet-Jean. Elle a fait une compression des prénoms des parents. J'explique. Emmanuel et Brigitte ont fait des travaux très importants pour 350 000 € dans cette propriété. Très jolie. Mais maintenant, c'est devenu une attraction touristique, cette maison. Donc, ils cherchent une maison... Donc ils vont probablement la vendre parce qu'ils cherchent une maison plus tranquille, en tout cas, et plus grande pour leur grande famille.
Voilà. Merci. Donc, bientôt. Elle est déjà dans une agence. Mais une fois elle y est, après il la retire, il la remet, il la retire. Ok, d'accord. Bah, enfin voilà. C'est comme vous. Merci. Allez, les chéris. Les chéris, on va revenir sur les 5 gros dossiers du jour. Hier, vous l'avez vu, un homme s'est jeté en plein direct sur notre plateau. Il a été évacué par la sécurité. Il est sorti du silence sur ses réseaux sociaux. L'émission, regardez. Les amis, je suis à l'hôtel, voilà. Je voulais juste faire passer un petit message à Cyril Hanouna, en fait, pour lui expliquer qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Cyril, de base, j'étais pas là pour essayer de frapper quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un, comme les agents de sécurité le pensaient. Pas du tout, voilà. Parce que Mokhtar, il me l'a dit à plusieurs reprises qu'apparemment, c'était pour te faire du mal, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc Mokhtar, c'est pas vrai. Mais moi, tout ce que je voulais, en gros, c'était te dire déjà à quel point je t'aimais. Parce que je suis quelqu'un qui t'admire, en vrai. Parce que t'es la seule personne qui est le GOAT, en fait. T'es le GOAT, voilà. C'est quoi? Alors voilà, donc il a fait une vidéo. Ensuite, il en a refait une pour dire qu'à la base, il était venu pour promouvoir un événement. Regardez. Ah. Et je voulais parler justement du combat avec Mounir Mouns aussi. Parce que justement, je devais annoncer une date pour en fait un combat. Et je voulais en parler. Voilà. Et ça me tenait à cœur d'en parler dans ton émission. Et toujours dans ton émission à toi. Parce que je sais que tu es une personne qui laisse la liberté d'expression, qui laisse les gens parler. Donc voilà. Donc ça me tenait à cœur de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, Cyril Hanouna, c'est que jamais je t'aurais fait du mal. C'était pas mon intention. Ni à Kili d'ailleurs. Je m'en excuse. En tout cas, Kili, si je t'ai fait peur. C'était pas le but. Voilà. Et à tous les autres chroniqueurs, en tout cas. Donc voilà. Donc Cyril Hanouna, je te le redis, je t'aime. Alors, on ne donnera pas son nom parce qu'on ne veut pas qu'il ait de soucis. Voilà, ce garçon, moi je le dis, voilà, pour lui, parce que voilà, il m'aurait laissé une vidéo, un message, on l'aurait reçu avec grand plaisir. En plus, ce garçon, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est pas bon. C'est pas la bonne méthode. Hein. Et je vous le dis, et pour ceux qui voudraient essayer de faire ça, là, on va encore bien sûr renforcer les choses. Et sachez que on va avoir d'autres méthodes maintenant. On ira directement porter plainte. Il y a même le bureau du ministre de l'Intérieur, etc., qui m'a demandé ce qui s'était passé. Donc voilà, donc c'est quand même ça s'est remonté très haut pour pas grand chose. Et c'est con pour ce jeune homme, voilà, qui aurait pu me laisser un message et je l'aurais reçu avec plaisir en tout cas. Oui. Et Cyril, la Sécu est intervenue très rapidement. Oui. Alors en fait, ce jeune homme, c'est la 4e fois qu'il vient. C'est ça. Les 3 premières fois, il avait été calme. Et là, j'ai discuté avec les agents de Sécu. En fait, ils l'ont repéré parce qu'il bougeait les jambes beaucoup et il psalmodiait comme s'il répétait un texte qu'il avait envie de dire. Il était agité, il était en sueur. Donc il l'avait localisé et en quelque sorte, il s'attendait à ce qu'il passe à l'action. Alors, à titre préventif, ils ne peuvent rien faire, mais ils n'ont pas été surpris quand il a sauté, ce qui explique aussi l'intervention ultra rapide. Exactement. Allez, on va parler de Cindy Fabre, qui claque soudainement la porte de la direction de Miss France. On ne s'y attendait pas du tout. C'est passé aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ça. Pas du tout. Alors, elle s'en va, donc Cindy Fabre, Miss France 2005, elle avait été nommée il y a 3 ans à la direction du concours par Alexia Laroche-Joubert, et donc elle quitte ses fonctions alors d'un commun accord avec la présidence du concours. Donc Frédéric Gilbert, qui est président de la Société Miss France, l'a remerciée, mais il a dit en tant que directrice du concours national, elle a permis d'assurer une continuité et de préserver les valeurs du concours. Mais elle, sur ses réseaux, elle a fait un post, je vous lis juste un extrait. J'aurais adoré continuer à porter cette mission qui me tient tant à cœur, mais parfois la vie nous invite à réécrire notre chemin. Alors ce qui se passe, c'est que Cindy Fabre, bon, elle s'est mariée, mais surtout elle travaille dans l'événementiel à Dijon. Elle n'était pas salariée. Elle est chef de projet de sa propre société et donc elle était prestataire. Donc elle n'est pas licenciée, il n'y aura pas d'indemnité, il n'y a pas de licenciement, pas d'esclandre, son contrat ne sera pas renouvelé et pour le moment, elle ne sera pas remplacée. Mais il se donne un moment pour réfléchir. Il y avait des problèmes d'agenda, Cyril, et puis c'est vrai qu'elle accompagnait les Miss France partout. Mais aujourd'hui, les Miss France n'ont plus vraiment besoin d'être accompagnées quand elles se déplacent. Voilà. C'est assez bizarre, ça, quand même. On va quand même mener l'enquête. Vous croyez vraiment que c'est que pour ça? Exactement. J'aurai les bonnes infos demain. Hein. En fait, elle ne voulait pas partir, elle. Hein. Oui, je sais. Donc je vais voir pourquoi. Je vais vous dire demain pourquoi vraiment elle a été mise à la porte du comité Miss France, direction de Miss France. J'aurai les infos, bien entendu, demain, c'est sûr. Corrèze, un homme nu et armé d'un couteau pénètre dans une église. Toutes les infos, c'est fou cette histoire. Hein. Oui, alors c'est très récent, c'était cet après-midi, à 14h30. Un homme nu, effectivement, rentre armé d'un couteau dans une église de Brive, en Corrèze. Il y a des paroissiens qui sont là, il y a un prêtre, et bien évidemment, la police est prévenue. Et lorsque les policiers arrivent, l'homme devient menaçant. Alors, il commence par se mettre des coups de couteau
à lui-même, il s'automutile. Et après, quand il voit les policiers s'approcher, il les menace avec son couteau. Et je vous rappelle qu'il est totalement nu, il tient des propos incohérents. Et à un moment donné, les policiers qui sont en danger font des sommations et finissent par ouvrir le feu et l'ont abattu. On ignore les raisons de son geste. Il n'a pas, à ma connaissance en tout cas, prononcé de mots qui peuvent rappeler un acte terroriste. Ah, c'est une histoire de fou encore. Oui. Incroyable. Kylian Mbappé. Oui. Donc, il a en quelque sorte répondu à Neymar. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, Neymar avait donné une interview à l'ex-joueur brésilien prestigieux Romario. Et Neymar avait dit il y a eu des embrouilles parce que quand Messi est arrivé, ça a créé un climat de jalousie. Il y avait des problèmes d'ego. Et en quelque sorte, Mbappé ne voulait pas me partager. Et là, il était obligé. Donc, la relation s'est dégradée. Kylian Mbappé, en marge d'un match du Real, a d'abord dit, à propos de Neymar, je n'ai rien à dire, je suis très concentré sur ce que je fais ici. Mais ensuite, il a voulu calmer le jeu. Il a dit, j'ai beaucoup de respect pour Neymar. Oui. Je préfère me rappeler des choses positives, d'un joueur unique dans l'histoire de foot, de tous nos moments. Bonne chance à Neymar, à toute sa famille et ses amis. Il a également parlé de l'équipe de France. Et là, il a annoncé, vous savez, on se disait, est-ce qu'il y a un désamour? Il n'est peut-être pas au dernier rassemblement. Donc il a dit, avec l'équipe nationale, il ne se passe rien. La France est comme ça. Je ne peux pas changer ce qui s'y passe, mais j'ai hâte d'y retourner en mars. Mon amour pour l'équipe nationale n'a pas changé. Ça veut dire que donc, très vraisemblablement, si Didier Deschamps fait appel à lui, il reviendra pour les matchs en mars de l'équipe de France. C'est contre la Croatie. Voilà. Bien sûr, exactement. Volonté de calmer le jeu. Hein. Ah oui, avec tout le monde. Hein. Tout le monde. Avec tout le monde. Ouais, exactement. Non, mais c'est sûr. Les Enfoirés vont rendre hommage à Michel Blanc, hein, c'est ça. Oui. Ah non, je ne suis pas au courant. Si. Alors si, les Enfoirés ont rendu hommage dans leur concert à Michel Blanc. C'est Gérard Jugnot qui a porté ça. Et c'est une séquence très émouvante parce qu'il est devant les autres chanteurs. Regardez. Voilà. Regardez. Ce sera un des moments forts quand ce sera diffusé. Bien sûr. Adriana Carambeu et Marc Lavoine. Alors là, on adore. Ah. Oui. Eh ben oui, parce que Adriana Carambeu vient d'adopter un husky aux yeux bleus perçants, Love. Marc Lavoine. Non. Quoi d'accord, oui. Vous m'avez posé quoi? Vous voulez savoir des nouvelles de Marc Lavoine? Non, mais chez Adriana Carambeu et Marc Lavoine, il se passe quoi? Oui, alors Adriana Carambeu a un nouvel ami maintenant, c'est une chienne très sympa, qui adore sa fille d'ailleurs, la fille d'Adriana, et elle apprécie moins Marc Lavoine. Ah merde, ah ouais. Ah bah oui, parce qu'il vient, elle aboie quand ils s'embrassent, donc autant dire qu'elle aboie beaucoup. Et puis elle grogne quand ils sont au lit, quoi. Donc elle vient se coucher à côté de sa patronne, c'est-à-dire Adriana Carambeu, quoi. Donc ça gêne un peu. Hein. Très bien, merci. Alors, en tout cas. voilà. Alors elle lui passe des compiles en ce moment. Ouais, très bien. La chaîne pour qu'elle soit habituée à la voix de Marc Lavoine. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Donc la chaîne, dès que tu vas, fait... Non, c'est pas Eddie Mitchell. Hein. Merci, très bien. Allez, une actrice de Plus belle la vie porte plainte pour viol. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Une plainte a été déposée par une actrice de Plus belle la vie dont l'identité à cette heure n'a pas été dévoilée. Ah oui. Non. Contre un ostéopathe donc, du 17e arrondissement pour agression sexuelle et viol, comme l'a reconnu le parquet. Donc le parquet confirme cette plainte qui est confiée à la police judiciaire, le 1er district. Donc les faits se seraient produits dans le 17e arrondissement. L'actrice vient consulter parce qu'elle a mal aux côtes, elle a un problème aux côtes. À la première séance, elle va chez cet ostéopathe et elle affirme qu'elle subit des attouchements, notamment par-dessus sa culotte. Ce sont ses propres termes issus de sa plainte. L'ostéopathe, lui, à ce moment-là, dit que c'est des manipulations nécessaires pour calmer la douleur. Mais elle se dit, ça n'a rien à voir, c'est anormal. Et elle prend la décision de revenir, mais quand elle va revenir la seconde fois, elle enregistre audiovisuellement, elle enregistre le rendez-vous. Et à cette séance supplémentaire, l'ostéopathe, de nouveau, va lui toucher la poitrine et le sexe à travers ses sous-vêtements. Et de nouveau, il se défend, il dit... Il y a besoin de décontracter, d'apaiser les tensions. Mais elle est tétanisée et ça ne s'arrête pas là. L'ostéopathe se déshabille et lui demande de le toucher à son tour. Il lui dit, il faut que vous me touchiez. Là,
Absolument. C'est incroyable. C'est une histoire incroyable. Elle refuse catégoriquement, mais il ne prend pas ce refus en compte. Il continue, il poursuit les attouchements. Et là, elle dit qu'il essaye de la violer. Et elle réussit à quitter les lieux. Voilà. Donc ce sont des faits potentiellement extrêmement graves. Elle a porté plainte. Encore une fois, là, à cette heure-là, son identité n'est pas connue. Mais c'est une plainte qui, évidemment, repose le problème des praticiens en milieu médical et notamment des actes de cet ostéopathe. Voilà. C'est fou. C'est une histoire incroyable. D'une gravité potentiellement immense. Incroyable. Avant de nous quitter, une révolution. Une femme aurait été guérie du sida grâce à un nouveau traitement. C'est un truc de fou, ça. C'est la première fois en France. C'est la 8e fois dans le monde, mais première fois. Elle est suivie à Marseille et elle est diagnostiquée séropositive en 1999, traitée avec des antirétroviraux. Et puis, un jour, eh bien, elle est diagnostiquée d'une leucémie. Elle bénéficie d'une greffe de moelle osseuse. Elle continue le traitement pendant 3 ans. Mais en octobre 2023, elle arrête les médicaments et des tests montrent l'absence totale de virus dans son organisme. Alors évidemment, elle va être suivie à long terme pour voir si ces résultats sont pérennes, mais c'est une grande